Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons patrimoine. Bonsoir Marie-Caroline, Bonsoir Bernard. ravi de démarrer cette émission avec vous, comme c'est maintenant devenu la coutume depuis les débuts de la saison. Alors, vous nous avez préparé quelque chose sur le mouvement FIRE. Alors, le mouvement FIRE, c'est pas le feu, mais c'est un mouvement venu d'outre-Atlantique et vous allez nous en dire plus et nous expliquer. On vous écoute. C'est ça. Donc, FIRE, ça veut dire Financially Independent and Retire Early. En gros, c'est vraiment le concept de la retraite précoce quand on a 40 ans, voire même un peu plus tôt. Donc, c'est un concept qui vient des États-Unis, mais qui est vraiment maintenant assez répandu ou connu dans pas mal de pays. Et par exemple, pour mon podcast Money Chill Out, j'ai interviewé le représentant France qui s'appelle Victor Laura, et lui, il est parti à la retraite à pile 30 ans. Donc, c'est quoi ce mouvement? C'est en fait un mouvement de personnes qui a des revenus passifs. Ça veut dire qu'en fait, ils ne dépendent plus de leur travail et du coup, ils ont toute cette question ou cette liberté d'utiliser leur temps comme ils veulent, etc. Et donc, contrairement aux idées reçues, c'est un mouvement qui est accessible à une majorité de personnes, même ceux qui ne gagnent pas forcément beaucoup. En fait, tout dépend de ses dépenses. Donc, plus elles sont élevées, bah, plus c'est dur, mais plus on est un peu minimaliste, etc., bah, plus c'est entre guillemets facile. Alors, facile, c'est peut-être pas le bon mot, mais plus accessible. Donc, en fait, il y a deux règles générales pour ce mouvement. La première, c'est économiser 50 à 75% de ses revenus. Donc, c'est hyper extrême. Et quand je parle de revenus, c'est revenus après taxe, évidemment, puisque impôt, ça compte pas. Donc c'est extrême, mais voilà, c'est une règle et c'est bien à avoir en tête. Donc c'est accessible, ça ne veut pas dire que c'est facile comme j'ai dit au début. Et la deuxième règle, c'est la règle des 4%. C'est-à-dire qu'il faut avoir 25 fois ses dépenses annuelles de côté et trouver des placements du coup qui génèrent du 4% net de tout pour s'auto-suffire. Donc, du 4% net, c'est pas si facile à trouver. Donc, ça veut dire que quelquefois, il faut prendre un peu de risque. Qui dit risque dit volatilité. Et c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de FIRE qui ont eu des petits soucis, que ce soit avec Covid ou maintenant. Enfin, est-ce qu'il y a vraiment un besoin de monitorer où va notre performance, où va notre portefeuille, etc. Et pourquoi je Alors, dis que juste, c'est attendez, accessible? Ouais. je vais vous interrompre. De ce qu'on entend, on a l'impression que c'est un mouvement de riches, parce que pour ne pas travailler et vivre de ses revenus, il faut être riche. Et quand vous développez, que vous expliquez, on a presque l'impression que c'est un mouvement de pauvres. Alors là, j'exagère un peu le trait, mais en tout cas, de gens qui disent, je préfère vivre chichement et avec peu sans travailler que vivre bien en travaillant. Et ce qui sera intéressant que vous nous disiez un peu, c'est qui compose ce mouvement? Quelle est la personnalité des gens qui composent ce mouvement? Est-ce qu'on a des héritiers? Est-ce qu'on a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent et des start-upers et qui arrêtent? Ou est-ce qu'on a plutôt des gens qui serrent la ceinture pour se dire, allez, à 40 ans, c'est bon, je travaille plus, même si je vis avec 1500 euros par mois, ça suffira et puis on fera avec. Essayez de Mhm. nous décrire un peu qui vit, qui est ce mouvement. Ouais, c'est hyper intéressant comme question et vous avez vraiment bien compris, donc bravo. En fait, il y a de tout. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens donc par exemple des professeurs. Moi, j'adore un podcast qui s'appelle Money Clinic, qui est fait par Claire Barrett en Angleterre et qui a interviewé justement un couple de professeurs qui étaient donc du coup à la retraite dans la quarantaine. Donc, on se dit, c'est pas non plus le métier qui rapporte le plus. Et donc là, c'est vraiment une question de frugalité, de minimalisme et de se satisfaire de vraiment ce qui nous importe. De l'autre côté, en fait, il y a trois types de FIRE. Donc, il y a les lean FIRE. Donc ça, c'est le mouvement qui est où en fait, on arrive à vivre avec la moitié de ce qui est nécessaire pour vivre dans un pays. Donc, imaginons, on parle de la France. En moyenne, les gens, pour arrondir, gagnent 2000 euros par mois. Donc, ça veut dire qu'on est lean fire avec 1000 euros. Donc là, clairement, il faut ajuster son train de vie, probablement partir à la campagne, etc. Après, il y a le fire.
Donc ça, c'est on vit de la même façon que la personne moyenne du pays. Donc, par exemple, 2 000 euros, on arrive à vivre avec des revenus passifs. Et puis après, il y a ce qu'on appelle les fat fires, qui veulent vraiment, eux, profiter et qui ont des besoins supérieurs à la moyenne. Et donc ça, c'est des personnes qui vont gagner 5 000, 10 000 euros, qui veulent vivre, par exemple, à Paris. Et donc ça, ce sera surtout soit exactement des start-upers qui ont revendu, des entrepreneurs qui ont revendu des boîtes. Ce sera des personnes qui ont gagné beaucoup d'argent et qui, du coup, en vivant chichement, parce que, on parle de 30 ans, 40 ans, il faut quand même accumuler pas mal. Donc, c'est gagner beaucoup, mais en vivant chichement. Voilà. Donc, il y a vraiment un grand éventail de personnes qui est intéressée ou qui peut faire partie de ce mouvement. Et après, ça dépend où on met le curseur. Mais vraiment, c'est pas nécessairement combien on gagne qui est important, c'est combien on dépense. Et donc, c'est vraiment la question de voilà, frugalité minimaliste, parce que même ceux qui ont des gros revenus, etc., pour y arriver à être à la retraite, il faut quand même se serrer la ceinture à un moment. Alors, deux questions. Est-ce que vous avez une idée de combien de personnes ça représente dans le monde, combien de personnes ça représente en France? Et est-ce qu'on est sur quelque chose de vraiment croissant? Est-ce qu'on est dans un phénomène de société et on a 30 ou 40% de plus de gens qui adhèrent à ces théories chaque année? Ou est-ce qu'on est dans un micro-phénomène un petit peu comme on a eu ça toutes les années, et puis c'est des communautés qui se font, mais qui somme toute, ça va pas plus loin. Donc ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, juste derrière, où vous pourrez répondre en même temps, c'est est-ce que dans vos activités de coaching et de suivi, il y a des gens qui vous ont déjà consulté pour ça et vous sentez un vrai intérêt et une vraie demande à essayer de mettre de l'ordre techniquement et de s'appuyer sur vous pour faire ce chemin? Mm, mm. Donc, la deuxième question, donc, dans mon coaching, j'ai pas eu spécifiquement je veux être FIRE. Par contre, la question d'avoir des revenus passifs, des revenus additionnels, ça, c'est une question qui revient beaucoup. Donc, c'est soit des entrepreneurs qui ont des revenus un peu en dents de scie et du coup qui veulent un peu lisser. C'est des personnes qui ont un petit pécule de côté et qui du coup veulent faire grossir via l'investissement leur argent, mais avec un but à un moment d'avoir des revenus passifs et donc du coup, encore une fois, avoir le luxe de pouvoir s'arrêter de travailler un moment, peut-être pas carrément la retraite, mais 1 an, 2 ans, changer de métier, changer de vie, enfin ce genre de choses. Ça, clairement, c'est une vraie envie, en tout cas dans les 30-45, qui est vraiment ma cible de coaching, il y en a beaucoup. Et la première question, c'était sur le nombre de personnes. Donc, je n'ai pas les chiffres mondiaux, mais par contre, je sais que le mouvement Fire en France, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes. Je crois qu'il y en a 40 000. Donc, c'est pas petit, c'est pas énorme non plus. Mais ouais, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur puisque, en fait, on se rend compte que, surtout, c'est assez d'actualité avec les mouvements de retraite publique, etc. Au final, ma génération, on ne sait pas ce qu'il y aura et donc comment essayer ouais, d'être safe soi-même en y pensant hyper tôt. Alors, attendez, c'est deux choses différentes. On aspire tous à se mettre à l'abri, entre guillemets, quand on dit, et à être en capacité, avec l'argent qu'on a économisé ou avec les bonnes affaires qu'on a fait durant la vie d'actif, d'être définitivement tranquille pour sa vie, je ne veux pas dire de passif, mais en tout cas pour sa vie sans travail rémunéré. Mhm. Ça, on y aspire tous et depuis toujours. Et le rêve de tout le monde, c'est que la retraite légale ou les retraites étatiques ou les retraites même privées qu'on aurait fait, si ça peut être un plus, bah, c'est magique. Mais si vous avez mis suffisamment d'argent de côté pour être tranquille, bah, après, tout ce qui vient en plus, bah, c'est welcome, quoi. Mm. C'est bienvenu. Donc ça, c'est totalement différent du mouvement FIRE. Le mouvement FIRE, c'est deux choses. C'est d'abord la course pour partir le plus tôt possible. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que l'élément prépondérant dans le mouvement, c'est de vivre chichement et de vivre avec peu. Mm. Et Non, donc, complètement. Surtout au début, en fait, pour essayer justement de créer ce pactole qui représente 25 fois ces dépenses annuelles, clairement, il y a du minimalisme et de la frugalité pour tout le monde. d'accord. Alors, maintenant, si on fait un peu de prospective,
vous pensez que c'est une idée intéressante et que c'est voilà, c'est un courant qui traverse la société, et comme tous les courants qui traversent la société, il va avoir ses petits adeptes, et que c'est quelque chose qui existera dans la société, et ça sera assez transversal d'ailleurs, puisque ça mélange des entrepreneurs, des héritiers, et des gens tout simplement qui veulent travailler le moins possible et qui sont prêts à faire les efforts pour. Ou alors est-ce que vous pensez que c'est un mouvement qui va s'ancrer dans la société, se développer et qui va trouver une résonance dans la jeunesse, dans les gens nés il y a 15 16 ans et qui vont rentrer sur le marché du travail dans 4 5 6 7 ans? Voilà. Comment vous voyez le futur de ce mouvement? Non, bah, le futur, je pense qu'il y a plein de gens qui sont inspirés par ce mouvement. Juste, encore une fois, cette question de liberté et de pouvoir faire ses choix, ça, c'est quand même hyper inspirant. Après, il y a quand même des grosses contraintes et du coup, c'est à quel point on accepte en fait les contraintes. Enfin, moi, je suis convaincue surtout que maintenant, enfin, déjà ma génération, mais encore plus celle qui arrive, on parle plus du tout de carrière à long terme et ce genre de choses. Donc, oui, enfin, moi, je suis convaincue que ça continuera dans le temps. Mais c'est surprenant. Alors, quand vous dites que votre génération, on parle plus du tout de carrière à long terme, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que moi, c'est pas ce que je vois du tout. C'est-à-dire que Ouais. dans les entreprises, je vois des tonnes de gens de votre génération, hommes et femmes. D'ailleurs, ce qui a vraiment changé, et c'est là où on voit que le travail d'égalité, il avance, c'est qu'on voit quasiment autant d'hommes que de femmes. Alors, il y a toujours des métiers spécifiques. On sait que les femmes rechignent à aller dans les écoles d'ingénieurs, on sait que si, mais disons que c'est plus d'un problème d'égalité, c'est parce que la femme, elle n'a pas envie d'être ingénieure, donc il ne faut pas l'obliger à faire une école d'ingénieur pour avoir la parité. Mais on voit des gens qui ont envie de croquer la pomme, qui ont envie d'avoir des beaux salaires, qui ont envie d'avoir des évolutions, qui ont envie d'avoir des responsabilités, et on le voit réellement, ça. Alors après, derrière, vous pouvez avoir quelque chose. C'est vrai que souvent, on voit des choses maintenant dans les couples. Euh, un des membres du couple, et là c'est encore souvent la femme, va changer d'orientation, en profiter pour peut-être s'occuper des enfants et avoir autre chose qu'une carrière. Et donc construire sa vie autour d'autre chose qu'une carrière, mais souvent en mettant les enfants dedans, ou alors construire autre chose qu'une carrière sans mettre des enfants dedans s'il n'y a pas d'enfants ou si ce n'est pas le sujet, mais parce qu'il y a une vraie passion à côté. Et là, on n'est pas du tout dans le mouvement Fire, on est parce que l'autre personne dans le couple a des revenus suffisants pour que le couple vive sur un seul revenu. Mm. Non, enfin, moi, je suis convaincue qu'il y a plein de gens, et je me mets dedans, hein, que on a envie de réussir, on a envie de progresser, on a envie, enfin, on a de l'énergie, on a plein de choses à revendre. Après, je pense qu'on a des règles peut-être où on a envie d'être plus aligné, puis du coup, ça marche pendant 10 ans, ça marche pendant 15 ans, et puis après, on a envie de changer. Du coup, c'est ce luxe, en fait, de pouvoir choisir qui n'existait pas peut-être avant, où c'était vraiment la question de créer sa boîte, enfin, c'était peut-être moins mainstream, il y avait moins de personnes qui le faisaient, je pense. D'accord. Et ben alors, c'est sur ces mots qu'on va se quitter, qu'on va mettre un terme à cet échange qui était différent des autres et différent des échanges précédents, peut-être plus tourné sur la manière de vivre, sur le bien-être, sur Mm. le bien-vivre ou sur le bien-vivre vu d'une autre façon que directement sur l'argent, comme on a l'habitude de parler, des choses un petit peu plus techniques. Ben, je souhaite que nos auditeurs en profitent pour rêver, pour se projeter, pour essayer de se voir à travers ce prisme. Bon, pour les gens de ma génération, c'est un petit peu tard. Maintenant, on est tellement proche de la retraite qu'on se dit à quoi ça va servir de tout changer. Mais voilà, ça peut être une ouverture sur le monde de demain et c'est toujours intéressant de voir ça. Mm. Je vous dis à très Exactement. bientôt avec de nouvelles idées, de nouveaux thèmes et de nouveaux sujets. Merci Et voilà, beaucoup. à très vite, Marie-Caroline. C'est maintenant au tour de l'édito. Alors, je dois vous avouer que j'ai eu beaucoup de mal à choisir un édito. On a passé une semaine compliquée sur les marchés, une semaine avec aussi beaucoup de nouvelles politiques. Je me suis dit, est-ce que je vais parler des banques? Est-ce que je vais parler de la crise? Est-ce que je vais parler du retour? Et en fin de compte, au hasard des lectures, je suis tombé sur un sujet
qui a été développé par le journal Les Échos et qui parlait de la pauvreté des Français ou de l'appauvrissement des Français qui était un vrai sujet. Et donc, c'est là-dessus que je vais démarrer et qu'ensuite, on va échanger avec, comme d'habitude, David Calfon, Maël Toledano et Édouard de Nagurski de Thematics qui nous a rejoint comme invité aujourd'hui. Nous sommes en train de devenir pauvres. Nous sommes désormais au 25e rang mondial dans le classement du PIB par habitant avec environ 43 000 $. Les Américains sont à 70 000, les Allemands à plus de 50 000 et les Suisses, je n'en parle même pas. En 2007, nous étions à peu près à égalité avec l'Allemagne et les États-Unis. Rappelez-vous, il y a 20 ans, tout le monde se plaignait que les Français ne partaient pas assez à l'étranger. Maintenant, ils y vont en masse. Ils émigrent. Pourquoi? Pour chercher fortune ailleurs. Nos talents, nos entrepreneurs s'en vont vers des terres où ils pensent pouvoir s'enrichir. Car ici, chez nous, le nivellement par le bas fait des ravages. Des wagons de jeunes partent chaque année en Espagne pour devenir dentistes, kinés, pharmaciens. Ce faisant, ils enrichissent les facultés espagnoles, et pas que d'ailleurs, ici au Portugal, c'est la même chose, qui deviendront les leaders de demain et créeront de la valeur et du PIB. Certains économistes mettent en avant la redistribution qui est plus élevée chez nous que chez les autres. D'autres parlent d'un manque de travail en mettant en avant que nous partons à la retraite plus tôt que les Allemands et les Américains, et pas que d'ailleurs, que nous travaillons moins d'heures par an, que nous travaillons moins d'heures dans une vie du fait de la difficulté à trouver un premier emploi et de la difficulté des seniors à se faire embaucher. D'autres disent que cela vient du manque de formation et d'un chômage structurellement plus fort que chez nos voisins, et en l'occurrence chez les Américains et chez les Allemands, qui freinent la création de valeur. Et d'autres disent, comme pour le réchauffement climatique, que nous ne nous appauvrissons pas. Et maintenant, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et comme toujours, on va commencer par David. David, vous en pensez quoi? On s'appauvrit? On s'appauvrit pas? Compliqué d'évaluer ça. En revanche, effectivement, il y a un constat, c'est qu'effectivement, ce constat de voir des jeunes qui partent, ça c'est un constat qui est assez clair. Il suffit de regarder un petit peu autour de nous. Alors pourquoi ils partent? Par manque d'opportunités, par également, je pense, un sujet auquel il faudrait remédier, mais qui est politiquement incorrect à adresser, c'est tout simplement le sujet de la réussite. On est dans un pays où réussir, au bout d'un moment, pose problème, soit parce que on atteint des niveaux de rémunération qui sont trop loin de la rémunération moyenne des Français, ou voilà, on a du mal à gérer ce sujet-là. Et effectivement, on voit du coup pas mal de gens se dire, bah, finalement, est-ce que ce sera plus simple à l'étranger? Je crois que l'un des sujets, effectivement, est de redonner, on en parle souvent, hein, du sujet de l'attractivité de la France. Je pense qu'il y a quand même un tissu entrepreneurial qui est assez fort, qui demande qu'à s'épanouir. Mais ce qu'il faut surtout, c'est éviter qu'une fois que ces entreprises commencent à réussir, et une fois que ces jeunes commencent à réussir, bah, qu'ils aient envie finalement de poursuivre l'aventure ailleurs. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que vous abordez le sujet sur la partie des créateurs de plus gros pics. Donc, en fin de compte, des gens qui sont amenés à réussir, amenés à créer de la valeur, donc amenés à devenir les plus riches. Et automatiquement, quand on fait une moyenne, si on augmente le nombre de gens riches et qu'après on fait la moyenne, ben on va avoir la moyenne qui augmente. Euh, En fin de compte, quand on lit certaines raisons et de certains économistes, euh, un des problèmes, c'est par le bas. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est parce qu'on a des jeunes au chômage, parce qu'on a des seniors au chômage, parce que, rappelez-vous ce que disait Sarkozy, travailler plus pour gagner plus. On a des gens, qui ont arrivé à faire gagner 3% ou 4% de plus à chaque Français, on ferait aussi monter la moyenne directement. Alors là, on a vu par le prisme du haut. Édouard, vous voulez bien, qu'est-ce que vous en pensez et comment est-ce que vous voyez le problème, si tant est que vous voyez un problème, et est-ce que vous voyez plutôt par le prisme du haut ou plutôt par le prisme du bas et de la valeur moyenne? Édouard, il va falloir que vous cliquiez sur le son pour que vous récupériez le son. Eh ben, Parfait. c'est beaucoup plus pratique. Merci beaucoup Bernard, merci à tous de m'accueillir. Je suis vraiment ravi d'être à vos côtés. Alors, je pense que le choix de l'édito, il est très approprié, il est particulièrement d'actualité et encore, je dirais presque encore plus avec moi parce que après mes études, moi, je suis parti au Luxembourg, puis aux États-Unis, puis en Angleterre et ça fait finalement que
que 3 ans que je suis en France, donc je me rends bien compte des difficultés, des potentiels qu'on a à l'étranger. Après, je suis pas forcément d'accord avec le constat. Je pense que effectivement, le PIB par habitant, c'est un indicateur. Je pense que c'est pas le meilleur. Il a progressé ces dernières années, certes plus faiblement que beaucoup de nos voisins, mais on a en parallèle une réduction d'heures travaillées, donc qui peut être lié enfin, aux difficultés, comme vous le disiez très justement, de trouver un emploi. Mais ce qui fait que si on travaille moins d'heures et qu'on a le PIB par habitant qui augmente, de facto, on a une augmentation de la productivité. Et à ce lieu, la France, on n'est pas trop mal. D'accord? Euh, Ça étant dit, je pense qu'il y a un peu un mythe sur les États-Unis, sur beaucoup de pays. On dit effectivement le salaire moyen, le PIB par habitant est énorme, mais il faut pas oublier ces écarts de richesse monstrueux qu'on peut trouver entre les plus grands et les plus petits salaires. Ce qui fait que aux États-Unis, on peut avoir un plus gros salaire, mais on n'a pas de retraite, on n'a pas enfin, tout le monde pas garanti, on n'a pas de sécurité sociale, on n'a pas de soins de santé, et on peut aller très très haut, mais on peut retomber très très bas très très vite. Et je pense que les écarts en France sont beaucoup plus réduits parce qu'il y a ses avantages, ses inconvénients, mais c'est un point qui mérite d'être souligné. Et par rapport au deuxième point, Bernard, que vous mettiez en avant, sur le côté entrepreneurs qui vont à l'étranger, euh, oui, effectivement, il y a parfois plus de possibilités, plus de financement à l'étranger, mais il ne faut pas oublier qu'en France, on a une très belle terre d'innovation, que le gouvernement, celui d'avant, enfin bref, la Banque publique d'investissement a dépensé, je crois que c'est à peu près 5 milliards l'année dernière pour sponsoriser des belles, enfin, des nouvelles, des jeunes entreprises, qu'on a des belles innovations dans le domaine du cloud privé, de la robotique avec Exotex. C'est un sujet passionnant sur le Cubic Storage et la chaîne logistique 2.0, sur les traitements de l'eau. On a plein de belles boîtes en fait qui sont disponibles, qui sont en train de se créer, qui sont en train de se développer, qui sont en train de s'implanter un petit peu partout dans le monde, en plus de grosses boîtes comme des Veolia, par exemple, qui sont bien implantées et qui sont les leaders incontestés dans plusieurs domaines. Donc je pense qu'il y a un savoir-faire, enfin si on parle juste de la France, hein, il y a un savoir-faire français, il y a une volonté d'entreprendre, de créer de l'excellence, et on est plutôt bon là-dessus, et pas seulement que dans le luxe et dans l'énergie. Ok, alors là, on a une réponse patriotique, hein. Là, déjà, on peut applaudir. On a un vrai patriote. Édouard nous a mis en avant toutes les qualités de la France, tous les avantages de la France. Mais j'ai envie de dire, je vais jouer un peu au méchant professionnel. Il n'a pas répondu à la question. Alors, vous nous parliez de la différence aux États-Unis. Vous nous parliez de la différence entre les plus riches et les plus pauvres aux États-Unis. Alors, j'ai envie de dire, Dieu merci et fort heureusement, l'homme le plus pauvre n'est pas français. En revanche, l'homme le plus riche du monde est français. Donc, on va déjà quand même avoir entre Bernard Arnault, que je félicite pour sa fortune, parce il l'a mérité, en tout cas, il n'a rien volé à personne. Donc, entre Bernard Arnault et le moins heureux des Français, ou celui qui gagne le moins, et les Américains, ils vont être costauds s'ils arrivent à faire mieux que nous. Ils vont vraiment être costauds s'ils arrivent à faire mieux que nous. Je pense qu'ils vont faire à peu près pareil, mais je ne crois pas qu'ils vont faire mieux que nous. Après, dans tout ce que vous mettez, c'est-à-dire la sécurité sociale, la retraite, les aides, le RSA, enfin, toutes ces choses-là, ça crée du PIB. Ça crée du PIB, et ça crée du PIB par la distribution, puisqu'on vient prendre chez les gens. Alors, il y a un mot que je déteste nous en faire part, qui ont la chance de gagner, je déteste ça. Rayez-le de votre vocabulaire. Chez les gens qui travaillent et qui gagnent beaucoup d'argent, ou qui ne travaillent pas, mais qui, grâce à de l'intelligence ou à d'autres systèmes, gagnent beaucoup d'argent, on va le prendre, on va le distribuer aux gens qui en gagnent moins, on crée de la valeur. Donc, on crée de la valeur, ceux-là vont dépenser, créer des impôts, donc tout ça, le système, on le connaît. Moi, ce que je vois dans l'article, enfin, ce que je vois dans l'article et ce que je vois dans les petites recherches que j'ai fait, c'est que quelque part, OK, le PIB, ce n'est pas le meilleur indicateur, mais en multipliant le PIB par habitant par le nombre d'habitants, vous avez la richesse totale. Vous prenez une autre richesse en face, comme dans la valeur d'un métal, 1 kilo d'or, 1 kilo de ce que vous voulez, et vous avez la capacité du pays à l'acheter. Après, c'est vrai qu'on va vous dire, oui, OK, on a moins de PIB, mais chez nous, le hamburger, il coûte 2 fois moins. Donc, on va vivre aussi bien que les Américains, soit, mais vous vivez aussi bien parce que, j'ai envie de dire, comme pour n'importe lequel d'entre nous, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, donc on peut bien vivre avec moitié moins d'argent, voire avec moins d'argent. Donc ça, c'était pour réagir. On reviendra tout à l'heure et je vous laisserai répondre à ma réaction. On va maintenant écouter Maël Toledano. Donc on va voir quelle est son opinion là-dessus et puis qu'est-ce qu'il nous dit et qu'est-ce qu'il en pense. Bonjour Bernard. Bah, je suis un peu Alors entre les déjà, deux, moi. je vous interromps. Maël Toledano, directeur commercial de Willins au Luxembourg.
le PIB par habitant au Luxembourg, je crois qu'il est au-delà de 100 000 dollars. Donc, lui, il vient d'un pays comme nous, entre guillemets, qui s'appauvrit, mais il travaille dans un pays qui ne cesse de s'enrichir. Donc, on va écouter son éclairage. C'est intéressant, c'est ce que j'allais dire justement. Moi, j'ai un peu la double vision du Luxembourg et de la France. Pourquoi les Français ils veulent aller travailler au Luxembourg? Parce qu'on gagne mieux sa vie en moyenne et puis parce qu'on est nettement moins chargé. Il y a beaucoup moins de charges salariales, beaucoup moins de charges patronales, les cotisations sont moindres. Alors ça, c'est un peu le revers de la médaille. C'est un tout petit pays, on ne peut pas vraiment le comparer avec la France. Mais en France, on a la chance d'avoir... c'est un très beau pays, la France, c'est un pays magnifique. On a la chance d'avoir la sécurité sociale, on va à l'hôpital, on ne paye rien. On a des médecins, on a accès au système de santé assez facilement. Ça a un coût. Après, la question et là où se pose le dilemme, c'est un peu pour rejoindre ce que vous disiez, Bernard, c'est voilà, quand on gagne bien sa vie en France, on perd 50% de ce qu'on gagne. Dans d'autres pays, c'est moins que ça. C'est un peu ça le dilemme. Et donc, les jeunes qui voient, enfin, même malgré ce qu'on voit aujourd'hui avec la réforme des retraites, les jeunes qui se projettent moins sur leur future retraite, eux, ça leur fait un peu mal finalement de donner 50% de ce qu'ils gagnent. Et donc, ils se disent qu'en allant travailler ailleurs, ils gagneront bien mieux leur vie. Et ils auront le temps de revenir en France pour cotiser pour la retraite plus tard. En attendant, ce qu'ils voient aujourd'hui, c'est combien il leur reste en net sur leur compte à la fin du mois. Et c'est vrai que d'autres pays sont mieux disants. Pour rejoindre ce que vous disiez également aussi, c'est qu'il y a certains pays qui ont plus d'attrait d'un point de vue, par exemple, même si c'est un peu moins vrai, mais par exemple, le monde de la finance, celui dans lequel j'évolue, c'est vrai que si vous allez en Angleterre, si vous allez aux États-Unis, les salaires, ils sont démesurés par rapport à ce qu'on peut gagner en France. En France, on plafonne quand même, on gagne très bien sa vie, attention, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais on plafonne. Dans d'autres pays, on peut gagner beaucoup, beaucoup plus. Mais si on fait une moyenne avec le revenu minimum au Luxembourg, par exemple, je crois que c'est 2000 euros le SMIC au Luxembourg, donc c'est beaucoup plus élevé que ce qu'on gagne en France. Mais si vous allez aux États-Unis, il n'y a pas de revenu minimum, hein, donc, Il y et en a la un grande de majorité. facto. Il n'y en a pas un de juro, mais il y en a un de facto. Ouais, C'est-à-dire que si vous voulez employer quelqu'un, il va falloir payer un salaire minimum. oui, oui, mais il est écrit nulle part au final. Non, non, c'est ce que je vous dis, il est de facto, Ouais, pas de juro. exactement. Et après, il y a combien de personnes qui n'ont pas de travail au final? Bon, même si on parle de plein emploi aux États-Unis, les gens qui n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'aide, ils n'ont pas de chômage, ils n'ont rien du tout. Donc, il faut trouver le juste équilibre. Et c'est vrai que même si la France, on est très bon en termes de productivité, c'est vrai qu'on part à la retraite, on est parmi ceux qui partiront le plus tôt à la retraite en Europe. On est ceux qui avons le plus d'aide en Europe. Donc ça a un coût. Et donc, du coup, bah, ça pénalise nos salaires. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde, ceux qui sont actifs et qui gagnent bien leur vie ou qui espèrent gagner bien leur vie, eh ben, ils vont voir vers des cieux un peu mieux disant. D'accord. Alors, autre question. Alors, on va pas en faire un sondage parce on est que quatre. Mais bon, aujourd'hui, on voyage tous, on a tous des contacts à l'étranger, que ce soit des amis, de la famille, où on bouge quand on va en vacances, des choses comme ça. Est-ce que d'abord, cette, cette réalité, puisque la progression du PIB français est moins forte que la progression du PIB américain et que du PIB allemand. Ça, c'est une réalité. Edouard nous a dit que ce n'était pas le meilleur indicateur, qu'on pouvait prendre d'autres indicateurs. D'autres indicateurs vont montrer d'autres choses, mais celui-là, il est assez clair. Et en fait, c'est un indicateur qui est assez simple. Est-ce que quand vous vous rendez à l'étranger ou quand vous parlez avec votre famille ou vos amis qui sont à l'étranger, est-ce que c'est quelque chose dont vous vous rendez compte ou alors non, vous ne vous en rendez pas compte et il faut étudier et gratouiller pour voir si pour s'en rendre éventuellement compte. David, il faut mettre le son, David. Voilà. Question difficile. Question difficile. Non, je pense que malgré tout, alors surtout avec la poussée d'inflation qu'on a eue, je pense que maintenant, quand on voyage à l'étranger, oui, non, on se rend compte qu'il y a quand même une différence qui est en train de se créer, hein. Alors Voilà. après, voilà, tout dépend des zones dans lesquelles dans lesquelles on voyage un peu. Mais là, j'étais en Belgique flamande il n'y a pas longtemps. Je me suis retrouvé un petit peu choqué quand même par les prix pratiqués. Donc, alors, David, vous êtes parisien. En Belgique flamande, vous avez trouvé des prix plus chers qu'à Paris? Par exemple, le Oui, restaurant, c'est des choses comme ça, le restaurant, la voilà, vie d'hôtel, ou des choses comme ça. exactement, exactement, tout à fait. Et je me suis senti, et c'est là où je me suis dit, oui, en fait, c'est vrai que avant, quand on allait dans les pays du Sud, on se trouvait très riche, etc. Et je pense que maintenant,
les gens qui viennent justement de ces pays-là, voire même les Américains, hein, qui ont bénéficié d'un taux de change qui a changé également. Je pense que maintenant, effectivement, ils retrouvent du pouvoir d'achat en venant en France. Alors, ce que vous dites, c'est vrai, hein. C'est-à-dire que quand on calcule le PIB en dollars, la parité euro-dollar va vraiment jouer avec les États-Unis. En revanche, la différence entre la France et l'Allemagne, ça ne joue pas. Et la différence entre la France et le Luxembourg, ça ne joue pas. Le Luxembourg, c'est un petit pays, donc il a toujours été nettement au-dessus de nous, mais sa croissance est plus forte que la croissance du PIB français. Édouard, on revient sur vous donc pour ce sujet. Est-ce que, alors donc vous avez probablement beaucoup d'amis à l'étranger puisque vous y avez séjourné, vous y avez travaillé, vous avez peut-être de la famille. Est-ce que vous sentez ça maintenant que vous êtes, on va dire, salarié en France avec des revenus français? Alors, on ne va pas parler du salaire, hein, on va parler c'est sur le PIB qu'on essaye. Mais est-ce que vous sentez que automatiquement, ces pays dans lesquels vous pouvez éventuellement retourner, où vous avez des contacts, vous voyez les prix, est-ce que vous sentez que c'est des pays qui deviennent des pays de plus en plus riches par rapport à nous, ou non, vous ne le sentez pas? Hum, Pas spécialement. Alors, il y a deux points. J'aimerais juste, Bernard, rebondir sur un point que vous avez donné juste avant, sur Bernard Arnault, donc peut-être l'homme le plus riche du monde, si on enlève quelques dirigeants d'État au Moyen-Orient. Euh, mais c'est un peu comme dire, enfin, à New York, par exemple, c'est la meilleure nourriture du monde parce qu'il y a le plus étoilé. Alors qu'en soi, oui, il y a certaines personnes qui sont très riches, mais si on regarde les moyennes ou qu'on enlève, on prend la médiane, on enlève les 2, 3 plus hauts salaires, c'est vrai que ça réduit considérablement la richesse moyenne du pays, d'une ville. Et c'est ce qu'on retrouve aux États-Unis. Maintenant, effectivement, il y a des beaux exemples en fait, qu'on trouve aux États-Unis, qui est pour moi le paroxysme de ce qu'on peut faire là-dedans, du système capitaliste, parce qu'on voit des gens, moi j'ai rencontré des gens qui étaient serveurs en France, qui ont trouvé une vocation, qui faisaient le même travail aux États-Unis, qui gagnaient 5, 6 fois plus, qui ont vraiment réussi à s'épanouir, ce qui était impossible pour eux en France. Donc la France est peut-être plus cloisonnée, c'est plus difficile de rebondir, d'aller plus loin, d'avoir cette opportunité de créer une boîte incroyable et de monter jusqu'au sommet. Mais en même temps, ces personnes-là, quand elles ont été malades, elles sont vite retournées en France parce que, comme le disait David, ouais, l'hôpital c'est gratuit parce qu'on peut se soigner, parce qu'aux États-Unis, il a tout perdu du jour au lendemain. Donc est-ce qu'on est plus riche à l'étranger? Oui, les salaires progressent plus vite, c'est sûr. Enfin, les salaires progressent plus vite, on peut sauter plus facilement, on peut changer de travail plus facilement. En France, on a tendance à être comment dire, plus timoré, enfin, on bouge un petit peu moins, les salaires augmentent moins, on est vraiment dans la sécurité parce que c'est plus difficile de licencier quelqu'un. Mais, ouais, in fine, je suis désolé, hein, Bernard, mais in fine, c'est effectivement, bon, pour faire simple, on gagne plus à l'étranger, ça progresse plus vite, mais en France, on compense par d'autres aspects plus sociaux. Alors, une dernière question à Maël, donc en fin de compte, la même question, mais comme vous, dans la même semaine, vous vous retrouvez en France et à Luxembourg, et ça depuis plusieurs années, est-ce que vous avez l'impression que donc, cette augmentation de richesse, si ma théorie est juste, et que l'augmentation de richesse va plus vite à Luxembourg qu'à Paris, on va le retrouver aussi avec une croissance des prix plus rapide au Luxembourg et dans la ville de Luxembourg qu'à Paris. Et donc, est-ce que vous trouvez que les restaurants à Luxembourg ont plus augmenté qu'à Paris? Est-ce que l'hôtellerie à Luxembourg a plus augmenté qu'à Paris? Enfin, est-ce que vous sentez ça? Ou alors, après, je veux dire, vous êtes peut-être aussi tellement habitué et comme un euro reste un euro et que voilà, donc peut-être que vous le voyez moins ou vous ne le voyez même pas du tout. Mais ça peut aussi se voir avec des choses, dans le prix des vêtements quand vous passez devant les vitrines ou dans le. Voilà, ça peut aussi se voir à travers d'autres prismes. Bon, c'est un mauvais exemple parce que, enfin, si vous me permettez, parce que Paris, il y a un grand choix de restaurants, un grand choix de magasins. Le choix est plus restreint, c'est vrai, au Luxembourg, et le niveau moyen est un peu plus élevé. Donc, la restauration en moyenne est plus chère. Donc, j'ai pas vu forcément de grosses augmentations, pour être tout à fait honnête. Après, je dois reconnaître que j'ai pas fait particulièrement attention. J'ai pas vu de grosses augmentations. La seule chose où j'ai vu une grosse différence, c'est le coût de l'essence qui est beaucoup moins cher au Luxembourg qu'en Ça, c'est France. des Ça, c'est les taxes exactement. Mais j'ai pas vu énormément de différence. Par contre, c'est vrai que dans d'autres pays, par exemple l'Espagne, ça a beaucoup augmenté. Le Portugal, ça a beaucoup augmenté. Israël, par exemple, ça a énormément augmenté. C'est d'autres pays un peu plus loin où les prix ont vraiment flambé.
alors qu'en France, c'est vrai que l'inflation, elle est quand même contenue. C'est intéressant parce que je regardais une émission à la télé hier sur des Français qui se sont expatriés à Kuala Lumpur et qui disaient qu'avec le même revenu à Kuala Lumpur qu'ils avaient à l'époque quand ils étaient en France, bah, ils vivaient 10 fois mieux. Donc c'est un peu symptomatique de ce que vous disiez. Par contre, on reprend ce qu'on disait tout à l'heure, il ne faut pas être malade là-bas, hein. C'est de l'assurance privée, il ne faut pas aller à l'hôpital parce que sinon ça coûte une fortune. Ça, c'est vrai que c'est un gros plus de la France. Mm. Au Bangladesh, on vit avec 1 € par jour. Donc, si on part tous les quatre avec 5 €, c'est réglé, on est Ouais. tranquille. Mais il Allez, vaut mieux pas être malade là-bas quand même. j'ai une dernière petite question parce que je ne voulais pas rater cette question, aujourd'hui. Et après, on passera la main à David qui nous fera l'édito. Sur la réforme des retraites. Donc, très rapidement, on ne va pas faire le débat, on ne va pas refaire le débat, mais je vais vous poser à tous la même question de savoir si vous l'auriez voté ou si vous ne l'auriez pas voté si vous aviez été député. Allez, et pour ne pas vous prendre par surprise, je vais donner en premier ma réponse, parce que bien entendu, comme je vous pose la question, j'avais réfléchi à la réponse, j'ai un peu cet avantage. Donc, personnellement, je trouve que cette réforme, elle n'est pas aboutie, elle n'est pas complète, elle a beaucoup de défauts et je l'aurais voté. Je l'aurais voté pour deux raisons, parce que c'est mieux que rien et parce qu'en France, c'est souvent comme ça. Quand on veut faire les choses, on les fait petit à petit et on fait d'abord un pas et un autre pas et un autre pas. Et je ne pense pas qu'on puisse avoir une réforme aboutie pile exactement comme il faut tout de suite du premier coup. Donc voilà, ma position, c'est j'aurais voté même si je pense qu'elle est loin d'être comme elle aurait dû être, parce que je pense qu'il n'y avait pas d'autre choix. Allez, Edouard, Ça, ça commence par moi. monsieur le député, Euh, voilà. Vous Monsieur le êtes député député, pendant 1 minute, dites-nous. ah, mais je suis ravi. Euh, je- c'est la question qui est sur toutes les lèvres. Les retraites, oui, je suis d'accord avec vous, Bernard. Enfin, je pense qu'elle a été malmenée, mal expliquée aux Français, euh, fondamentalement, c'est un langage que moi, hein, vraiment pas ma boîte, et rien du tout, mais au niveau de la démocratie, c'est pas ce qu'on a fait de mieux. Je n'ai plus le nombre exact, le chiffre en tête, mais la forme de retraite, ça coûte quoi? 10 milliards par an? Enfin, comment dire, le déficit du système des retraites, c'est quoi? 10, 12 milliards par an? Il parlait de 13, C'est ouais. ça. Ouais, c'est pas énorme. Par rapport au budget de l'État, on est à 165 milliards de déficit du budget en 2023 pour l'État français. Donc, ça me paraît assez dérisoire, en tout cas pas alarmiste au point de faire passer ça en urgence et sans faire appel au peuple français. Effectivement, on a aussi des métiers qui n'ont pas la même pénibilité. Clairement, je pense j'ai beaucoup de chance de faire le métier que je fais et je pense que c'est beaucoup moins fatigant pour moi que quelqu'un enfin, qui travaille dans une usine ou qui travaille dans un métier de manutention, que ce soit physiquement ou intellectuellement. Donc voilà, je pense que je suis d'accord avec vous, Bernard, sur le fait que ça a été trop vite fait, un peu Alors baclé. donc, Edouard, Et vous auriez voté oui ou vous n'auriez pas voté? je suis un politicien là, du coup. Ou alors abstention? Euh, ok, je pense que j'aurais voté non Non. à ce stade. La façon dont D'accord. c'est fait aujourd'hui, j'aurais voté non. Alors, Maël, c'est à vous, et après David répondra et enchaînera directement sur son point marché. Moi, je dirais que c'était le programme du candidat Macron, la réforme des retraites. Donc, quand il a été élu, bah, on savait à quoi s'attendre. Je suis d'accord qu'ils l'ont passé un peu en force et qu'ils avaient le temps de mieux préparer la réforme. Après, comme on le disait, moi, je regarde un peu ce qui se fait ailleurs. On est le seul pays où on part aussitôt à la retraite. Ça, il fallait que ça change, hein. C'est pas possible qu'on continue comme ça. On peut pas avoir autant de différences, hein. On a énormément de charges et en même temps énormément d'avantages à vivre en France. Et on travaille, un des pays où on travaille le moins. Donc moi, j'aurais voté, pour répondre tout de suite à la question, j'aurais voté oui, mais je trouve aussi que ça a été un peu mal mené, mal bâclé et un peu imposé. Ça, c'est vraiment ce qui va, à mon avis, ça va laisser des traces. Mais sur le principe, je pense qu'il fallait réformer. Ok, donc on a pour l'instant deux oui et un non. Et bah, David, vous allez nous départager, peut-être, ou alors nous mettre en égalité. Et ensuite, vous démarrez sur votre édito directement. Très bien. J'aurais voté oui, Ah bah voilà. tout simplement. Voilà, c'est fait. Comme on dit, 3-1. Bien. la question, elle est vite Écoute, faite. Voilà. exactement. Donc après ce petit sondage, bah, écoutez, je suis ravi. On se retrouve à nouveau pour une chronique des marchés qui décidément ne sont pas de tout repos. Alors après un début d'année qui était en fanfare, hein, avec des progressions à deux chiffres sur quasiment tous les marchés actions, eh bien, c'est la panique. Plus que la panique, c'est retour vers le futur avec des nouvelles qui nous rappellent 2008. On parle à nouveau de faillite bancaire, de plans de sauvetage, d'injection de liquidités par les banques centrales. Alors,
je propose d'essayer d'y voir un peu plus clair. Alors pour ça, on va commencer par le dossier Silicon Valley Bank qui a fait faillite la semaine dernière. C'est la 16e banque des États-Unis, donc ce n'est pas neutre. Mais pour comprendre la chute de cet établissement, il faut revenir au métier premier d'une banque. Une banque, ça collecte des dépôts et ça octroie des crédits. Lorsque la banque n'a pas assez de bons dossiers pour utiliser son bilan, quand elle n'a pas suffisamment de personnes à qui prêter de l'argent, ben elle peut prêter de l'argent à l'État en achetant des obligations, des emprunts d'État. Et c'est pour cela que sur tous les bilans de banques, on retrouve de gros portefeuilles d'emprunts d'État. Alors l'avantage, c'est que ces titres qui sont émis par l'État, ils sont considérés comme sans risque, puisque l'État rembourse toujours ses dettes. Enfin, il paraît. Jusque-là, tout va bien. En temps normal, ce sont même des emprunts d'État à court terme qui sont utilisés par les banques. Le problème, c'est qu'en période de taux négatifs, ces emprunts d'État à court terme vous font perdre de l'argent. Alors, pour trouver des rendements positifs, la Silicon Valley Bank est allée investir sur des obligations à 10 ans et à 30 ans. Alors là, déjà, on commence à prendre un petit risque. Je crois que nos auditeurs comprennent bien que d'un côté, on a des dépôts à vue, les dépôts à vue, ils ont une liquidité quotidienne, hein, ils peuvent rentrer et sortir à tout moment. Et en face, on a des placements qui sont à 10 ans ou 30 ans. Là, petit décalage actif-passif. Avec la remontée violente des taux d'intérêt qui a été initiée par les banques centrales pour lutter contre l'inflation, la Silicon Valley Bank a enregistré des pertes significatives sur son portefeuille de placement, mais encore une fois, jusque-là, ce n'est pas forcément un problème. Vous connaissez l'adage, tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Donc là, on est en train de parler de pertes latentes. Là où ça devient un vrai problème, c'est que cette banque, qui est cotée en bourse, publie ses comptes tous les trimestres et certains analystes ont remarqué que les pertes latentes de cette banque étaient substantielles. Ça a entraîné la méfiance de certains clients qui ont commencé à retirer leurs dépôts. Pour rendre les dépôts aux clients, la banque a été obligée de céder une partie de son portefeuille obligataire. Ce faisant, elle a réalisé ses pertes. Plus elle réalise de pertes, plus les clients prennent peur, plus ils retirent leurs dépôts, plus la banque est obligée de vendre son portefeuille obligataire et elle réalise encore plus de pertes, etc., etc. 3 jours après la faillite de la Silicon Valley Bank, c'était Signature Bank qui tombait. Et comme vous le savez, sur le secteur bancaire, tout est question de confiance. Dès que le doute s'installe, tout devient très compliqué. Alors, en réponse à ce phénomène, la Fed a tenté de calmer le jeu en octroyant des liquidités aux banques régionales afin que celles-ci puissent faire face au retrait des dépôts de leurs clients sans avoir à liquider leur portefeuille d'investissement. Ce faisant, la Fed n'a ni plus ni moins que réactivé son quantitative easing en silence et sans le dire, bien entendu. Son bilan s'est vu gonfler instantanément de quelques 200 milliards de dollars. C'est un rythme juste hallucinant. Décidément, je n'aimerais pas être banquier central en ce moment. D'un côté, on monte les taux pour lutter contre l'inflation. De l'autre, on relance le QE pour contrer les effets pervers de la remontée des taux. De quoi devenir schizophrène. Ce week-end, c'était une autre banque qui a défrayé la chronique, plus proche chez nous, puisqu'il s'agit de Crédit Suisse. Crédit Suisse, ça fait plusieurs trimestres que la banque enchaîne les pertes. Comme si cela ne suffisait pas, la banque a fait état récemment d'un problème dans son reporting comptable. Interrogé sur son soutien, le premier actionnaire de la banque, la Saudi National Bank, a indiqué qu'elle ne rajouterait pas un franc suisse, même en cas de besoin. Il n'en fallait pas plus pour déclencher une fuite massive des capitaux et entraîner la chute du prestigieux établissement. Alors, pendant le week-end, la Banque centrale suisse et le gouvernement ont convaincu UBS de racheter Crédit Suisse. Alors, je vous rassure, c'est un rachat pas cher. On peut parler d'une bouchée de pain. 3 milliards de francs suisses, c'est-à-dire 0,76 centimes de francs suisses par action. Je rappelle qu'à vendredi soir, le cours de clôture était de 1,86, sans parler du cours au début de l'année qui était plutôt autour de 7 euros. Dans la bataille, ce sont les porteurs d'obligations subordonnées bancaires qui ont été totalement liquidés, la valeur de ces titres étant passée à zéro, ni plus ni moins. Alors, que veulent dire ces nouvelles pour les marchés? Sommes-nous vraiment revenus en 2008? Ma réponse est non. Pourquoi? Car les banques centrales ont appris à réagir plus vite, plus fort et de manière plus coordonnée. En revanche, tout cela va nettement compliquer la lutte contre l'inflation
Et c'est dans un monde inflationniste qu'il va falloir nous réhabituer à vivre. Il est, à mon avis, totalement illusoire de penser que ce sujet sera réglé fin 2024, comme nous le disent les banquiers centraux. Et donc, voilà les 2 points sur lesquels je serais curieux de vous entendre. Sommes-nous de retour en 2008? Et le deuxième point, faut-il s'habituer à l'inflation? Alors, Bernard, qu'en pensez-vous? bon, merci pour votre édito, bravo. Alors, je voudrais juste rappeler quelque chose aux auditeurs pour qu'ils comprennent bien de quoi il s'agit par rapport à cette confiance dans le métier de la banque. Bon, tous les métiers nécessitent de la confiance, le nôtre aussi, puisque, voilà, si demain les clients n'ont pas confiance, ils vont venir, ils vont retirer leurs actifs. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va vendre leurs actifs et leur donner leur argent. Donc, on va perdre du chiffre d'affaires, on va perdre des clients, on va perdre de la marge, mais on ne perdra pas d'argent puisqu'on va leur donner la valeur des actifs qu'on avait pour eux et qu'on détenait. Dans une banque, c'est complètement différent. C'est-à-dire que vous avez des clients qui font des dépôts sans terme, c'est-à-dire que quand vous allez, vous avez de l'argent dans votre banque, peut-être que toute votre vie, vous allez avoir, je ne sais pas, 5 000 euros sur votre compte. Et donc, en réalité, le terme de ces 5 000 euros, ben, il n'y en a pas. C'est sans terme. Du premier jour où vous avez ouvert le compte jusqu'au jour où vous décédez, il y aura eu 5 000 euros sur le compte. Alors, bien sûr, ça monte, ça descend, mais ce sera votre moyenne. Et pour gagner de l'argent, les banquiers utilisent cet argent déposé sans terme pour le placer avec des termes. Donc, ils en placent une partie avec court terme, une partie à moyen terme et une partie à long terme, en ayant des espèces d'algorithmes statistiques qui leur disent voilà comment ça peut se passer. Si on a une rupture de confiance, en fin de compte, l'algorithme saute et là, les sorties d'argent obligent la banque à liquider les placements qu'elle avait faits avec terme. Et si les placements qu'elle avait faits avec terme sont inférieurs à ce qu'elle avait placé, elle commence à perdre de l'argent aussi vite que les gens retirent. Et plus les gens retirent, plus elle perd de l'argent. Elle est obligée de passer ses pertes dans son bilan. Donc, comme les banques sont cotées, qu'est-ce qui arrive tout au début? Tout au début, elle fait un profit warning et elle prévient qu'elle n'aura pas les résultats escomptés. Et ensuite, elle est même obligée de dire qu'elle va faire une augmentation de capital et qu'elle doit chercher des capitaux pour s'en sortir. Et tout ça accélère le manque de confiance. Et donc, tout ça provoque par un effet boule de neige. Et là, derrière, on a, excusez-moi du peu, mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais le crétin en chef, qui sont les Saoudiens, qui ont cru qu'ils allaient donner une bonne leçon au Crédit Suisse en disant on ne remettra pas d'argent et en expliquant pourquoi ils ne remettront pas d'argent. Résultat des courses, ils ont perdu à peu près les 2 tiers de leur participation en un week-end. Alors que s'ils avaient dit on est derrière, sans même mettre de l'argent, ils auraient recréé de la confiance, les gens se seraient dit bon, bah, si les Saoudiens avec leurs mannes pétrolières sont derrière, de toute façon, à terme, on risque rien. La Banque nationale suisse aurait enchaîné en disant qu'elle ne laissera pas faire faillite le Crédit Suisse et le calme serait revenu. Mais en fin de compte, l'actionnaire saoudien, il a perdu beaucoup parce qu'il n'a pas fermé sa bouche. Ou en tout cas, il l'a trop ouvert. Pour répondre à votre question, David, 2008, non, on n'est pas au retour à 2008. Pourquoi? Parce qu'on en a le souvenir, parce on a appris ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. Et d'ailleurs, on l'a vite vu, hein, la Banque nationale suisse, elle a eu besoin d'un week-end pour mettre de l'ordre, et elle a mis de l'ordre d'une manière, j'ai envie de dire, tellement peu orthodoxe et tellement peu suisse qu'elle a montré qu'elle était capable de faire des choses. D'abord, elle a quasiment obligé UBS à racheter Crédit Suisse en lui disant qu'ils allaient faire une très bonne affaire. Et en fin de compte, ils rachètent pour moins que la moitié de ce que ça valait en bourse après que ça ait perdu, je crois, 60% du cours ou quelque chose comme ça. Hein. Donc voilà. Imaginez, si on veut vous donner un parallèle avec la BNP, ça valait à peu près 60. Imaginez qu'elle tombe à 25 et que là, quelqu'un vienne la racheter pour un prix autour de 12 ou autour de 10. Donc, vous voyez que ça va vraiment vite. Donc, non, on n'y est pas. En même temps, ils ont changé la loi. Enfin, j'ai même l'impression qu'ils n'ont même pas changé la loi, parce qu'on ne peut pas changer la loi en une nuit. Mais ils ont dit comment ça allait se faire et que les actionnaires n'avaient même pas à décider. Donc, ils ont imposé aux actionnaires. Alors que normalement, pour que les actionnaires n'aient pas à décider, il aurait fallu qu'il y ait un règlement judiciaire ou une faillite ou quelque chose comme ça. Et là, les actionnaires n'ont plus leur mot à dire. Là, ils ont dit c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc, je pense qu'ils vont devoir changer la loi dans les jours à venir parce que
il y a bien un actionnaire qui va déposer plainte en disant que c'est illégal, donc il va falloir qu'ils changent de loi. Donc ils vont changer la loi rétroactivement. Bon, c'est pas très bien comment ils vont faire. Et ma foi, si l'actionnaire ou le groupe d'actionnaires qui porte plainte perd le procès, bah, de toute façon, il perdra le procès dans 10 ans et on verra qui devra indemniser. Donc là, on voit que, en tout cas, le problème, il a été pris en main et il a vraiment été pris en main. Les autres banques centrales, donc essentiellement la Banque centrale européenne et la Banque centrale américaine, ont tout de suite dit que c'était bien joué, que c'était ce qu'il fallait faire. Ils ont félicité la Banque centrale. Donc, le message qu'ils nous envoient, c'est s'il se passe la même chose chez nous, on fera aussi ce qu'il faut faire. Et comme il y a toujours des bruits un peu compliqués sur Commerzbank et Deutsche Bank, ben voilà, ça prévient tout de suite que croyez pas que on va pousser à la faillite une de ces deux banques, on fera ce qu'il faut. Et voilà. Donc là-dessus, oui. Alors, ça va mettre du temps pour revenir au calme. Ça va mettre du temps. Les marchés, ils ont toujours besoin de choses. Ça va mettre du temps. Euh, Très honnêtement, bon, pour moi, pour mon portefeuille, pour mes clients, j'aurais préféré qu'on glisse tout doucement, tout gentiment et qu'on perde 4-5% en un mois et que pendant 3 mois, on ne monte pas. Les marchés ne sont pas comme ça. Les marchés n'aiment pas comme ça. Les marchés, c'est un peu une histoire d'amour. Ça doit à un moment mal se passer ou alors ça ne se passe pas. Donc là, ça s'est mal passé. Maintenant, on va penser nos plaies et ensuite, à mon avis, l'économie reste solide et c'est surtout la financiarisation de l'économie qui est tellement forte et les autorités financières qui sont tellement, tellement puissantes maintenant et qui ont tellement envie de faire, qui ont tellement le droit de faire tout ce qu'elles veulent pour la stabilité que je pense non, il y a pas de gros soucis à se faire. Alors, on va passer maintenant à Maël. Donc, Maël, on sait, c'est pas votre parti. Vous nous l'avez déjà dit. On va quand même vous écouter et vous allez quand même nous dire, vous, ce que vous en pensez. Ah, c'est pas ma partie, mais là, on est quand même directement impacté, hein. En tant qu'assureur, on a beaucoup de clients qui se posent des questions, beaucoup de partenaires qui se posent des questions et qui nous interrogent. Il y a un assureur italien qui a fait défaut le mois dernier. Un assureur avec un fonds euro, c'est le fonds euro qui a fait défaut en Italie le mois dernier. Donc c'est un peu le même principe, hein. C'est qu'avec la remontée des taux, il n'avait pas assez d'argent. Donc c'est clairement la loi Sapin 2 en France qui a été mise en place pour ça. Donc on est directement concerné. Pour en revenir à Crédit Suisse et à SVB, je dirais que SVB, c'est un peu différent de Crédit Suisse. Crédit Suisse, on connaît, on travaille avec eux, c'est un partenaire, c'est une banque quand même que tout le monde connaît. Je dirais que pour comparer avec 2008, on n'est pas du tout sur la même situation. Là, ils ont pris la mesure de ce qui pouvait se passer. La Banque nationale suisse, elle a mis 200 milliards sur la table, hein, quand même pour les aider. Euh, UBS, ils avaient déjà pas mal souffert il y a quelques années. Ils s'étaient remis à flot, donc ils ont fait le travail nécessaire pour se remettre à flot. C'est un sale coup un peu, hein, qu'ils leur ont fait entre guillemets les forçant à les racheter, parce qu'intégrer une banque comme Crédit Suisse avec, à mon avis, d'ailleurs, quand même pas mal de choses dans les placards, pas terrible, ça va leur demander un travail de titan, ça va les fragiliser pendant quelques temps. Donc ça, quid de ce qui va se passer. Après, c'est vrai que 3 milliards, acheter 3 milliards à une banque comme ça, enfin, c'est un cadeau, hein, ils leur ont fait un cadeau, à savoir si à l'avenir ça deviendra un cadeau empoisonné. Alors, Pour le attendez, Maël. Là, il faut vous déterminer. C'est un sale coup, c'est un cadeau. Bah, c'est un cadeau ou c'est un cadeau empoisonné. Je sais pas ce qu'il y a dans les placards, hein. Si ça va aussi mal et si tout le monde se fait autant de soucis pour Crédit Suisse depuis aussi longtemps, c'est que ça doit pas être terrible ce qu'il y a dans les placards. Donc, est-ce que je pense que là, le bon point, c'est que UBS, il va avoir les coups des franges pour nettoyer. Donc, personne ne va les embêter. Et donc, je pense qu'ils vont taper dans le tas. Bah, ils vont licencier beaucoup de monde, malheureusement. Ils vont vendre les activités les plus dangereuses et ils vont se concentrer sur leur cœur de métier. Déjà, ils vont garder la partie suisse. Il y a une partie internationale et une partie suisse chez Crédit Suisse. La partie suisse, c'est vraiment ce qui les intéressait. Je ne suis pas sûr que la partie internationale, c'est ce qui les intéressait le plus. Donc, on verra dans les semaines à venir si la partie internationale, c'était une bonne affaire ou pas. Mais encore une fois, UBS, ils n'étaient pas acheteurs, à mon avis, à la base. On les a un peu forcés. OK. Alors, on va rebondir là-dessus. Édouard, alors bon, Édouard, vous êtes, comme vous vous occupez de fonds, ben, le gérant de fonds ou les équipes qui gèrent un fonds, tous les jours, elles ont à décider si elles achètent ou si elles vendent, et donc elles regardent ça à la lumière des renseignements qu'elles ont. Donc, pour vous, c'est un sale coup, c'est un cadeau, ou on ne sait pas encore et il va falloir attendre pour savoir. Et d'abord, est-ce que vous Euh, pensez comme Maël qu'on a vraiment forcé la main à UBS ou que comme ils ont vu la belle affaire, on ne leur a pas autant forcé la main que ça?
J'ai tendance à être très très d'accord avec le constat de Maël. Je pense que vraiment, ouais, on leur a forcé un peu la main. Après, le cadeau empoisonné, oui, il y a vraiment le mot cadeau, parce que au prix où ils l'ont payé, oui, même s'il est empoisonné, enfin, ça va, ils ont de quoi ils ont un bilan plutôt solide. Ils seront aidés par le gouvernement suisse pour effacer, pour améliorer un petit peu les comptes. Non, je pense qu'en soi, c'est un bon deal pour UBS. Et Crédit Suisse, ça fait quand même longtemps qu'ils essaient de se restructurer, de réduire leurs activités de marché, de prop trading, de fusion-acquisition, pour se reconcentrer sur la banque privée, qui est un business quand même beaucoup plus stable et beaucoup moins risqué. Donc on va voir ce que on va voir ce que ça va donner, mais je pense qu'on a très très peu de visibilité aujourd'hui sur l'évolution du business model et ce que ça va rapporter objectivement à UBS. Mais UBS qui devrait, en tout cas pour le business banque privée, devrait largement bénéficier des clients et de l'expertise de Crédit Suisse. Cela étant dit, en tant qu'investisseur, nous, on n'investit pas du tout dans les bancaires, ni dans SVB, ni dans Crédit Suisse. On n'en a pas ni dans les portefeuilles. On n'a pas d'exposition directe ou indirecte à ce type de valeur parce qu'on se concentre vraiment sur des boîtes de croissance qui bénéficient de changements séculaires dans notre industrie. Et c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans les valeurs bancaires. Alors, on va revenir à vous, David. Donc, avec cette question, c'est un sale coup ou c'est un cadeau? Donc, juste là, j'ai rapidement regardé le cours du BS. Donc, le cours du BS, il est quand même en baisse très sérieuse depuis ce matin. Il est à moins 5%. Euh, donc, pour l'instant, la communauté, elle est plutôt en train de se dire que, bon, si c'était vraiment un sale coup, ça pourrait être moins 12, moins 13. Donc, il n'y a pas vraiment de notion de sale coup, mais ils n'ont pas l'impression que c'est vraiment un cadeau, hein, autrement le cours, il montrait. Non, non, c'est clairement pas un cadeau. Et d'ailleurs, je pense que si UBS avait vraiment eu envie de faire un projet avec Crédit Suisse il trouvait que c'était vraiment une très bonne affaire, ils auraient entamé des discussions il y a déjà 6 mois. Donc, encore une fois, il y a 6 mois, le cours de l'action était déjà en baisse de manière assez significative hein, par rapport. Il ne faut pas oublier, il y a 5 ans, le cours de l'action Crédit Suisse, c'était 15 francs suisses. Là, l'année dernière, c'était 7 francs suisses. Là, donc, vendredi dernier, on avait chuté à 1,86. Donc, je dirais, ça fait un petit moment que la banque a des difficultés. Et je pense que UBS ne l'a pas fait parce que justement, ils ne veulent pas se rajouter de problèmes. Maintenant, c'est comme tout au bout d'un moment, entre le petit coup de coude et clin d'œil des autorités et du gouvernement en disant allez, vas-y, on te regarde et on va t'aider, et puis le nombre d'aides qui a été accordé, voilà, je crois qu'on est arrivé à un équilibre qui fait que c'est pas forcément le deal qu'ils voulaient faire, euh, mais avec les conditions qui ont été mises autour, ça peut pas être une mauvaise affaire. Voilà, donc c'est à peu près ce. Et je crois que c'est ce que reflète le cours de bourse aujourd'hui, une légère baisse en disant bon voilà, c'est pas tout à fait ce qu'on voulait faire, mais ceci dit, on est tellement bien accompagné que bon ben voilà, on va le faire quand même, et puis on verra ce qui se passe. Voilà, donc c'est un peu ce sujet-là. Très bien. Eh ben, on va maintenant arrêter sur les banques et les guidos et on va passer à Edouard Nagourski. Donc, Edouard, vous vous occupez de la gamme Thématiques, qui est une société et qui en plus est plusieurs fonds. Donc, comme son nom l'indique, qui sont des fonds par thème. Et c'est vraiment quelque chose qui a pris beaucoup d'importance ces dernières années, où on revient sur l'importance des thèmes et on voit qu'il y a une cyclicité des thèmes et que les thèmes tournent et bougent et que globalement, on peut couvrir un marché mondial en couvrant certains thèmes et ensuite rouler de thème en thème. Il y a encore beaucoup de sujets et assez peu de gens qui offrent le rolling sur les thèmes, c'est-à-dire comment passer d'un thème à un autre et comment ne pas perdre quand un thème est fini, puisque les thèmes, par définition, sont cycliques. Ben, c'est un petit peu de tout ça que vous allez nous parler, un petit peu de tout ça que vous allez nous expliquer, nous donner un peu votre point de vue, le point de vue de thématiques et nous dire ça. Voilà, c'est à vous, on vous écoute. Très bien, merci beaucoup Bernard. Alors, effectivement, la gestion thématique, c'est différent de la gestion sectorielle. Un secteur, c'est par exemple la santé. Une gestion thématique, par nature, c'est international. Ça implique tout type de captation et tout type de secteur. L'idée derrière la gestion thématique, c'est définir un univers d'investissement. Vous n'avez pas de liste en ligne avec bah, voilà, toutes les valeurs sur la sécurité, sur l'eau. Il y a une façon très subjective de construire votre univers d'investissement qui est finalement votre bac à sable à partir duquel vous allez construire votre portefeuille.
L'idée, c'est de se dire, on nage dans le sens du courant. On a des forces primaires comme la démographie, la rareté des ressources, l'innovation technologique, la globalisation, qui vont pousser l'économie de notre société comme des plaques tectoniques qui vont nous orienter, qui vont nous amener vers le monde de demain. Et nous, tout ce qu'on veut, c'est en profiter. Donc, on préfère investir dans une société moyenne qui opère sur une bonne thématique et qui va avoir un marché adressable qui va grandir plus vite que le marché dans son ensemble, plutôt que le leader, par exemple, dans le domaine du papier. Okay, qui est un marché forcément qui, de par notre changement de consommation, est en train de se réduire année après année. Thématique Asset Management, c'est une société qui a 4 ans, qui est assez jeune, mais avec des gérants extrêmement expérimentés et qui gère aujourd'hui environ 3,2 milliards sous gestion au travers de 5 stratégies thématiques fortes, donc l'eau, l'intelligence artificielle, la robotique, la sécurité, l'économie de l'abonnement et le bien-être. Et ces 5 thématiques, on pense qu'elles sont là aujourd'hui, qu'elles seront là dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, et par exemple pour l'eau, qu'elles seront encore là dans 50 ans et dans 100 ans. L'eau, par exemple, c'est un bon exemple parce que c'est une thématique qui a été peut-être la première vraie gestion thématique qui a été envisagée et qui a plus de 20 ans d'existence. Et on a une équipe extrêmement expérimentée sur ce domaine, mais laissez-moi vous donner 2 exemples en fait très clairs pour vous montrer à quel point c'est long terme et à quel point c'est un investissement qu'on met dans son portefeuille en termes de cœur de portefeuille parce que l'arbitrage il est plus difficile à faire. Cette thématique, elle sera toujours là. On a, par exemple, sur l'eau, vous savez, la Colorado River, c'est souvent l'exemple que je prends aux États-Unis. Vous imaginez ce fleuve qui va du Colorado jusqu'au golfe de Californie. C'est 40 millions de personnes qui dépendent directement de ce fleuve pour vivre. Bon, ce fleuve, il est alimenté par 2 lacs artificiels et les 2 lacs sont à un niveau excessivement bas. Le lac Powell est quasiment à sec à certains endroits et on est en période froide, théoriquement, où le lac se reconstitue. Donc, on a une surconsommation large, on a une augmentation de la population mondiale qui nous force à consommer toujours plus d'eau parce qu'il faut alimenter les cultures, il faut alimenter la population, il faut accompagner la population en termes de technologie avec de l'eau ultra pure. Donc, on a une augmentation structurelle de la consommation et on a une baisse structurelle également de l'offre. Donc, un fonds comme celui qu'on a sur le thème de l'eau, qui vise à investir dans des sociétés qui fournissent des produits et des services qui vont servir à réduire cet écart entre l'offre et la demande. C'est assez simple finalement ce qu'on fait. Vous savez, la gestion thématique, c'est une gestion qui est presque paysanne parce que c'est très évident. Mais cet écart entre la demande et l'offre sur le thème de l'eau, malheureusement, c'est un écart qui va continuer à s'accentuer de par notre rythme de vie sur les 10, 20, 30 prochaines années. Et les Alors, sociétés qu'on en je portefeuille vont avoir un marché adressable toujours plus grand. je vais me permettre de vous interrompre. On va juste faire un point. Alors, Avec plaisir. on a bien compris donc le choix des thèmes. Donc, vous avez pris des thèmes et sélectionné des thèmes qui sont des thèmes, j'ai envie de dire, plus que jamais d'aujourd'hui et probablement euh, de demain aussi, voire même d'après-demain. Mais ça, on pourrait le dire de plein de thèmes. C'est-à-dire que vous avez l'énergie, c'est depuis toujours, depuis qu'on a commencé à avoir besoin enfin, depuis qu'on a compris que le bois pouvait permettre de se chauffer, c'était un thème de toujours. Et dès que les bourses ont été créées, il y a eu des sociétés énergétiques dans les bourses. Vous avez le thème dont on a abordé tout à l'heure, les banques aussi, qui est un thème depuis que les banques ont été créées. Bon, elles ont été financiarisées et elles ont été cotées dans les bourses. Et c'est probablement un thème de demain. On peut critiquer tout ce qu'on veut sur les banques, mais il y aura toujours demain des banques. En revanche, le fait que ce soit un thème d'hier, d'aujourd'hui et du futur ne garantit absolument pas des gains et ne garantit absolument pas de la croissance boursière. On le voit bien avec les banques et l'énergie, où c'est quand même des sacrés yo-yo. Et les actionnaires des banques, je ne suis pas sûr que ce soit les grands gagnants de l'histoire. Non, tout à fait. Et je pense que c'est un très bon point. Et c'est ce que j'essaie de souligner au début entre la différence entre un secteur et un thème. C'est que les bancaires ou l'énergie, c'est des secteurs qu'on n'a pas en portefeuille parce qu'on ne pense pas qu'il y a ce côté changement séculaire. Vous savez, le côté, on ne peut pas se projeter sur 20-30 ans sur les bancaires. Oui, ça va évoluer, mais ce n'est pas là où on va attendre le plus de croissance. À la base, la finance, et on en parle aujourd'hui, le principe de la finance, et ça, c'est plus philosophique que marché, mais c'est de l'huile dans les rouages. Le rôle de la finance, c'est pas tellement de la création de valeur, c'est de faire transiter les flux d'argent vers ce qui est déposé, vers les industries, les marchés, les entreprises qui en ont besoin, vers les particuliers qui veulent emprunter. C'est un peu le rôle de la finance. Donc, c'est pas quelque chose qu'on met en changement séculaire.
En revanche, vous parliez de l'énergie, on pourrait dire, ce n'est pas une stratégie qu'on a en ce moment, qu'on développe en ce moment, mais sur l'adaptation au changement climatique, on va avoir des notions d'énergie, des notions je sais pas, de capture du méthane, de questions d'éolien, de solaire et compagnie. Ça pourrait être un thème, enfin, ça plus le futur de la nourriture, plus beaucoup d'autres aspects, ça pourrait être un thème d'adaptation au changement climatique. Mais en soi, l'énergie au sens propre, vous voyez bien, en termes d'investissement, c'est pas sur le charbon ou sur le pétrole qu'on investit le plus aujourd'hui, ou du moins qu'on se dit, bah voilà, dans 30 ans, on sera encore 100% pétrole. Les choses Ça veut dire commencent que, à évoluer. Edouard, ça veut dire que, si j'ai bien compris, si il existait une banque qui était Oui. spécialisée dans le financement de barrages ou dans le financement de centrales d'épuration, elle serait éligible à votre fonds sur le thème de l'eau. Et c'est ça qui va Non. faire la différence entre le secteur et le thème. Euh, Je n'ai pas dit que vous alors, l'achèteriez, mais elle serait en tout cas ouais, éligible parce qu'elle serait dans le thème. si elle ne fait que ça, oui. Alors, pour rentrer dans un thème, il faut ne faire que ça. C'est-à-dire que si vous avez une société qui fait, allez, si vous avez une société, bah, prenons un exemple, une société qui serait et dans les centrales d'épuration et dans le nettoyage, comme par exemple Veolia ou comme par exemple Veolia, ouais. de Richebourg aussi, je pense qu'ils ont des centrales d'épuration. Donc, centrale d'épuration, ça rentre dans votre thème de l'eau. Nettoyage, je ne suis pas sûr que ça rentre dans votre thème de l'eau. Une société comme ça, bien qu'elle ait deux aspects, elle est dans votre liste de peut-être ou elle n'est même pas dans votre liste? Elle est complètement dans notre liste. Alors, pour plusieurs raisons. Un, il y a cette notion, c'est un très très bon point que vous soulevez, Bernard, sur cette question de matérialité. Enfin, qu'est-ce qui fait partie de l'eau? Enfin, pour une société comme Veolia, ça paraît évident pour nous parce que la gestion, le contrôle de la pollution, le traitement de la pollution, c'est crucial dans le cycle de l'eau, bah, tout simplement parce que, vous savez, plus on pollue par exemple les nappes phréatiques, plus pour extraire de l'eau pour la population, bah, il faut traiter cette eau, ça demande de l'énergie. Euh, Ça demande tout un travail, tout un savoir-faire. Mais pour Veolia, c'est quasiment 100% de matérialité. Mais si on revient, par exemple, il y a des boîtes plus petites, par exemple, qui vont créer des valves, qui vont créer, par exemple, tous des équipements pour d'autres industries, disons automobiles, mais aussi des valves pour traiter l'eau. Et ben, ce type de société, même si c'est 5-10% de leur chiffre d'affaires, ils ont une petite matérialité sur le thème de l'eau. Mais ce qu'on va chercher, nous, c'est des sociétés qui vont essayer de grandir, qui vont axer leur croissance vers cette division et qui veulent, de façon prépondérante, mettre ça au cœur de leur stratégie long terme et que ça devienne l'élément principal, le premier contributeur au chiffre d'affaires. C'est ça qu'on va regarder dans une société. Donc, elle n'a pas besoin de faire 100% de son activité nécessairement sur la thématique, mais en tout cas de se diriger et d'en faire l'élément principal de sa stratégie de développement. D'accord. OK. Alors, ensuite, les thèmes. Aujourd'hui, vous avez combien de thèmes? Vous avez 4 thèmes, 5 thèmes? On a 5 thèmes et un fonds qui s'appelle Meta, qui est un fonds multithématique qui reprend chacune des stratégies dans un seul et même portefeuille. Comme ça Alors, donne accès aux clients pour l'essentiel. OK, on parlera de méta tout à l'heure. Donc, Très bien. les 5 thèmes, vous les avez choisis donc il y a quelques années. Les fonds ont été créés quand? Il y a 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça? Les fonds ont été créés il y a 4 ans, 4 ans. mais les gérants avaient précédemment géré ce même type de stratégie dans le passé. On ne peut D'accord. pas Donc, relancer les premières stratégies. on va dire que les thèmes, ils ont été choisis. Donc, dans votre logique d'avoir des thèmes qui sont destinés pour le long terme, c'est-à-dire que, est-ce que vous avez prévu de rajouter des thèmes si jamais il y avait des thèmes qui devenaient évidents par rapport au changement de vie, par rapport à la manière de vivre, par rapport à l'évolution du monde? Donc, est-ce qu'une société comme thématique rajouterait des thèmes? Ça, c'est la première question. La deuxième question, s'il devenait aussi évident que certains thèmes n'étaient plus des thèmes aussi constants, aussi présents pour l'avenir, est-ce que vous avez une stratégie de fermer des fonds? Donc, en fin de compte, fermer un fonds, c'est clôturer un thème. Donc, ça, c'est pour les thèmes. Je vais vous laisser répondre et après, je viendrai sur Meta. Très bien. La première question, donc, est-ce qu'on travaille sur des thèmes? Oui, en permanence. On essaie de trouver ce qui est adressable, quel pourrait être le thème de demain. Si on a créé ces thèmes enfin, qu'on utilise aujourd'hui, c'est parce qu'on avait déjà l'expertise. Parce qu'il faut déjà trouver le thème qui est investissable et sur lequel vous avez une vraie expertise pour développer de la plus-value pour vos clients. Et c'est ce qu'on essaie d'offrir, c'est vraiment de l'alpha, de la plus-value pour tous nos clients. Maintenant, je vais vous donner un exemple très très concret parce que ça brûle c'est sur toutes les lèvres.
c'est le thème du métaverse, par exemple. Est-ce que le métaverse, c'est un thème? C'est la question, je pense, que j'ai le plus fréquemment. Et la réponse, malheureusement, c'est un peu comme le cadeau empoisonné, c'est oui et non. C'est-à-dire qu'en soi, oui, c'est un élément vers lequel on se dirige dans notre société et il y aura de plus en plus d'applications. Ça ne va pas arrêter de s'étendre, de se diversifier. Mais aujourd'hui, ce n'est pas investissable. Aujourd'hui, on n'a pas les bonnes sociétés cotées, on n'a pas le bon financement, on n'a pas les bons opérateurs qui soient cotés sur les marchés pour qu'on puisse investir dedans. Et tout ce qu'on peut faire sur le métaverse aujourd'hui, c'est investir dans les semi-conducteurs, dans toute la technologie qui va permettre à cette métaverse de se développer. Et ça, on le retrouve déjà dans certains de nos fonds. Donc, ça n'a pas tellement c'est pas tellement investissable pour le moment. Mais on est en permanence en train de réfléchir à de nouveaux thèmes en regardant si l'univers d'investissement de 200 à 300 valeurs peut être configuré, peut être créé. Et ça, vous allez observer des thèmes, parfois on vous dit, bah, il y a 50 valeurs. Donc, très intéressant, on le garde en surveillance. Et quand on aura suffisamment d'espace pour investir dedans, eh ben, on le fera. Vous voulez pas être coincé sur une quinzaine de valeurs parce que vous n'avez pas plus. D'accord. Donc, alors ça, c'est intéressant. Techniquement, vous avez besoin d'un univers minimum, c'est ça? Tout à fait. Le 200-300, c'est le nombre de valeurs qui a besoin. Bon, sur le métaverse, je partage tout à fait votre avis. Je l'ai déjà dit dans plusieurs émissions de radio. Un, c'est l'avenir, c'est une certitude. On ne sait pas si c'est l'avenir à 5 ans ou à 50 ans ou à 100 ans, mais de toute façon, c'est l'avenir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est extrêmement dangereux de toucher à des sociétés, même si la société, une des sociétés qui fera fois 1000 ou fois 2000, elle est probablement déjà dans la cote, mais c'est tellement compliqué et tellement dur à la trouver qu'on risque de perdre autant dans les autres investissements pour trouver cette pépite. Mais c'est sûr que un jour, je lisais un article de journal et il disait pourquoi est-ce que nous allons conquérir le métaverse? Parce que c'est un monde, c'est le dernier monde à conquérir. Les autres, nous les avons déjà conquis. Et bon, il y aurait à parler, il y aurait à faire une émission entière là-dessus, mais vous avez sans doute raison. Alors après, revenons sur Meta et c'est là-dessus qu'on va conclure. Si j'ai bien compris, Meta, c'est mécanique. Il n'y a pas un gérant qui dit je prends 8% de ça, 4% de ça, 27% de ça. Mais Meta, c'est mécanique. Alors, moi, j'ai toujours quelque chose qui me gêne un peu avec ces arbitrages mécaniques parce que je me dis, on a deux certitudes. La première certitude, c'est qu'on ne sera pas le plus mauvais des fonds. Ça, c'est sûr et certain. On aura un peu du plus mauvais des fonds dans notre méta, mais on ne sera pas le plus mauvais. Donc, on ne sera jamais le dernier. Donc, vous avez 5 thèmes plus méta, ça fait 6. Meta ne sera jamais le sixième à la fin de l'année. En revanche, Meta ne sera jamais le premier. Et Est-ce que vous là, savez quel serait le bon thème? non, je ne sais pas quel sera le thème, mais ce qui me fait toujours, ce qui m'interpelle toujours, c'est que quand j'ai en face de moi un gestionnaire ou une équipe de gestionnaires, des gens brillants, et de toute façon, je n'irai pas investir chez des gens si je ne pense pas qu'ils sont de qualité. Peut-être j'investirai chez des gens que je pense qu'ils ne sont pas brillants, mais à minima, je vais penser qu'ils sont de qualité. Pourquoi est-ce qu'en même temps, ils vont me dire, on ne va pas utiliser nos qualités pour sélectionner, mais on a un petit logiciel qui nous fait 20% chacun, enfin vous allez nous expliquer exactement ce qui fait le logiciel, mais qui nous fait 20% chacun et mise à jour tous les mois, tous les 3 mois, tous les 2 mois. Donc pourquoi est-ce que d'un côté, vous nous dites, nous avons une équipe de qualité, et je vous dis oui, vous êtes une équipe de qualité, donc pour nos auditeurs, certains sont clients chez vous et d'autres sont régulièrement sollicités et on leur explique pourquoi. Et en même temps, vous nous dites, mais on ne va pas jouer sur notre qualité, notre savoir-faire. On a fait un petit logiciel là et il nous met 20% de chacun tous les mois. Et c'est ça qui m'interpelle toujours un petit peu. D'accord. Je, je pense, honnêtement, vous avez sorti, Bernard, des très très bons points sur ce sujet. Donc, je répète, on a 5 thèmes qui sont dans le portefeuille, qui évoluent à leur rythme. Et tous les mois, au début de chaque mois, on rebalance le portefeuille de méta pour que chaque stratégie reprenne 20% de pile poil. Donc, si on a un nuage de points en se disant bah, avec des rendements, risques, volatilité sur une période, bah, méta sera pile poil au milieu. Vous l'avez souligné aussi dans les précédents éditos, le marché il est court-termiste, il est myope par nature et on voit que des changements qui sont très court terme. Donc c'est dur de timer, de dire bah, attendez, là on va surpondérer ça, sous-pondérer ça. C'est pas notre job. Notre job, c'est de sélectionner des bonnes entreprises. Et Meta, c'est pas un fonds de fonds, c'est un fonds par pooling. Donc dès qu'on a une bonne idée, qu'on l'implémente dans un portefeuille, on l'implémente dans Meta de façon équivoque. Donc sur le long terme, on n'a aucun doute que ces thématiques, ces stratégies, elles porteront sur les 10, 20, 30 prochaines années, elles grandiront plus vite naturellement que le marché dans son ensemble. Et Meta, c'est une façon de se dire, bah, soit on a une conviction profonde par rapport à une stratégie, soit on se dit, toutes ces stratégies vont être porteurs, et comme je ne sais pas laquelle sera la meilleure, bah, on a 7 ensemble qui nous permettent
tirer profit au moins de ces 5 gros moteurs et d'avoir toujours un relais de croissance dans le portefeuille. Alors, j'ai une dernière question, mais la réponse en 30 secondes, parce que là, on est déjà au Ouais, maximum du pardon. temps qui nous était imparti. Meta, est-ce que Meta est un fonds de fonds ou est-ce que Meta est un fonds dans lequel vous reprenez les mêmes titres que vous achetez dans vos autres fonds? 30 secondes, hein, Edouard. Ouais, même moins que ça. Meta n'est pas un fonds de fonds. C'est ce qu'on appelle un fonds par pooling. Dès qu'on implémente une position dans un des thèmes sous-jacents, on l'implémente dans Meta directement. Parce que fonds de fonds égale frais de frais. Et ça, on ne le fait pas. D'accord? Donc, c'est même tarif. Super, merci beaucoup. Merci Merci à beaucoup tous. Merci pour Bernard. ce partage d'informations. À très bientôt. Et s'il y a des évolutions fortes, ben, n'hésitez pas à nous solliciter et à revenir pour expliquer. À très vite. Merci d'avoir été parmi nous. Et c'est maintenant à Franck Simière. C'est Franck Simière qui nous a rejoint. C'est un invité surprise. J'ai vu Julien qui allait appuyer sur son bouton son pour prendre la parole. Et ben non, Julien, on a Franck qui passe avant vous. Donc, Franck, il n'était pas prévu au programme. On s'est rencontrés ce week-end. Et je lui ai dit, bah, c'est le moment ou jamais, il faut venir un petit peu parler. Donc, Franck, vous êtes un acteur, vous êtes un réalisateur, vous êtes un producteur de films. Vous avez notamment fait le film Opération Portugal, qui est, je crois, vous me direz tout à l'heure, le film qui vous a fait un peu le plus connaître et qui a un peu fait démarrer ça. Et dans quelques jours va sortir un nouveau film, La Marginale. Oui, tout à fait. C'est pour ça que vous venez, pour en faire un petit peu la promotion. Et ben, je vous laisse un petit peu nous parler de ça, puis après, j'ai quelques questions à vous poser. Déjà, bonjour, merci de m'accueillir. Ben oui, oui, j'ai un film qui sort le 3 mai qui s'appelle La Marginale. Donc, La Marginale, c'est quoi? C'est un road movie en voiture sans permis entre Paris et Lisbonne. Donc, c'est le road movie le plus lent du cinéma français, a priori, avec une SDF et un handicapé mental. Donc l'idée est venue de ce film, c'est une comédie, hein, c'est une comédie sociale. L'idée est venue par ma co-auteure Eurydice da Silva qui avait vu ce fait divers qui avait eu lieu à Roissy. À l'époque, il y avait un SDF qui avait trouvé 450 000 euros dans il est allé chercher un café dans une poubelle, il s'appuie contre une porte et il ouvre la porte d'une société de transport de fonds, un local qui ressemblait à rien, et il trouve 450 000 euros, il se barre avec. Et nous, on s'est dit, bah, c'est un point de départ génial pour raconter une histoire. Et on raconte donc l'histoire de Michel. Michel, qui est SDF à Orly depuis une dizaine d'années et qui donc va trouver ses 400 000 euros. Déjà, tous les matins, elle va aux arrivées de Lisbonne puisque elle sait que son fils vit à Lisbonne et elle se dit qu'un jour, peut-être, il prendra l'avion et elle aura l'occasion de le croiser aux arrivées. Et donc elle y va tous les jours, tous les matins à 10h, elle va aux arrivées de Lisbonne. Et un jour, elle trouve cet argent et elle se dit, bah, c'est bon, je vais pouvoir aller à Lisbonne retrouver mon fils. Elle va au guichet d'Air France ou de la TAP et on ne peut pas lui vendre de billets parce qu'elle n'a pas de pièce d'identité valable, donc c'est mort. Et tous les midis, elle mange avec un handicapé mental qui travaille, enfin, un jeune en situation de handicap, qui passe le balai qui nettoie l'aéroport. Et tous les midis, elle mange et il est à côté et elle sait qu'il a une voiture et elle lui dit, bah, tiens, emmène-moi, j'ai de l'argent pour payer le voyage, emmène-moi à Lisbonne. Lui, évidemment, il n'a aucune notion de où est Lisbonne. Pour lui, c'est à côté, donc il ne se rend pas compte. Et et ils vont partir tous les deux. Ce qu'elle ignore, c'est qu'il a une voiture sans permis et que le voyage va être forcément long, quoi, et rempli d'anecdotes, puisque Allez, c'est ok. Alors là, on a un peu l'idée du film. Bon, pour tous les internautes, allez voir la bande-annonce. J'ai pas vu le film, donc je peux pas vous dire si le film est bien ou pas bien, mais la bande-annonce est touchante et émouvante. Et si elle préfigure bien correctement le film, c'est un film sympa, probablement émouvant à aller voir. Donc déjà, j'ai regardé un petit peu votre filmographie. Ouais. Le Portugal, il est extrêmement présent dans vos films. Donc il y a bien sûr Opération Portugal avec Jail. Vous avez la Marginale. Peut-être que vous avez fait aussi d'autres films où il y avait un petit peu un côté portugais. Mais vous êtes toujours dans cet ancrage. Vous êtes vous-même ce qu'on appelle luso-descendant, franco-portugais? Pas du tout. Pas du tout. Alors, pas du tout, c'est ma femme qui est portugaise et moi, je suis tombé amoureux de ce pays en même temps que je suis tombé amoureux de ma femme.
Et j'ai grandi en banlieue parisienne, à Besançon, c'est à côté de Sartrouville. Donc, il y a deux fiefs de Portugais en région parisienne. Il y a Champigny-sur-Marne et il y a Sartrouville, et ce coin du 95 et du 78. Et moi, j'ai grandi là-bas, j'ai grandi à Besançon et mes potes, c'était tous des Portugais, quoi. Et donc, j'ai grandi avec les Portugais en connaissant leurs parents, en connaissant. Voilà, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré ma femme, d'ailleurs, en troisième à l'école. Et j'ai toujours eu un lien direct ou indirect avec le Portugal. Et, quand on s'est retrouvé avec ma femme, on s'est mariés, voilà, on a fait un gamin. Et moi, je venais ici. Enfin, elle est du nord du Portugal, hein, d'Amarante. Et je venais au Portugal pour les vacances et je me disais, mais c'est trop bien ce pays. Moi, et les gens me touchent ici, c'est-à-dire que je suis venu vivre ici, pas seulement parce que le pays est beau, mais c'est aussi parce que les gens me Donc, plaisent, quoi. d'accord. C'est les gens Alors, qui font. la sortie du film en Ouais. France, elle est prévue pour quand? Elle est prévue pour le 3 mai. Pour le 3 mai. D'accord. Donc, Ouais. on a encore beaucoup de temps Ouais. avant que ça sorte. Et au Portugal, vous m'avez dit, c'est pas encore prévu, c'est pas encore sûr, ça va dépendre Alors, de Sony, c'est ça? ça devrait sortir au Portugal. On n'a pas de date encore. Là, on vient de sortir la bande-annonce. On rentre vraiment dans le couloir de communication pour parler de ce film. Et je ne sais pas encore quand est-ce qu'il va sortir au Portugal. Il peut sortir en même temps ou sortir un peu plus tard dans l'été. Je ne sais pas trop comment ça va se D'accord. danser pour le Alors, moment. quand on a discuté, on a parlé de l'éventualité de faire une avant-première au Portugal, quelque chose comme ça, toujours d'actualité, toujours Ah oui, oui, possible. bien sûr, avec grand plaisir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le film est sorti, on peut faire une avant-première, enfin, ou même la semaine qui précède la sortie du film, ou dans les 15 jours qui précèdent. Et au contraire, avec plaisir d'aller rencontrer les Français qui ont fait le même choix que moi de venir vivre au Portugal et les Portugais que j'adore évidemment. Bah ouais, ouais, avec grand plaisir. C'est un film très chouette. On se marre. Et j'espère qu'on est touché à des moments. En tout cas, les premiers visionnages, les premiers tests ont été plutôt très bons, même excellents. Et les gens étaient assez marqués par ce film, qui est un film sans prétention, hein. C'est vraiment pas. Vous n'allez pas venir voir un film hollywoodien avec des cascades. Mais c'est un film sans prétention, mais que j'adore et Alors, il n'y a que. pas de cascade, mais il y a quand même une panne d'essence, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Il n'y a pas de naissance, il y a Ok, bien fait. Franck, je dois malheureusement arrêter là parce Ouais, qu'on est maintenant très short en termes ok, ça marche. de timing. On refera une émission, on va essayer de construire avec vous une avant-première et de faire vraiment quelque chose de très chouette pour la communauté Eh ben, française, franco-portugaise, portugaise francophone. avec, Enfin, je ne sais pas comment on l'appelle, mais en tout cas, cette communauté qu'on aime, ok. qui nous nourrit et à laquelle on se rattache. Merci beaucoup d'être venu et merci Merci de beaucoup m'avoir de accueilli. ce petit passage. Et c'est Merci. maintenant à Julien. Voilà, Au Julien, revoir. maintenant, vous pouvez débrancher votre micro. Alors, Bonsoir, bonsoir Bernard, bonsoir à tous. bonsoir Julien, merci de nous avoir rejoints. Donc, la dernière fois, vous étiez parmi nous et comme sujet, on a fait au sujet des rachats sur le contrat d'assurance vie quand on est résident au Portugal. Exactement. Aujourd'hui, on va faire qu'est-ce qui se passe lors d'un décès quand on est résident en France. Donc, on a une assurance vie, donc je vous rappelle les règles assez rapidement. Vous pouvez la détenir dans n'importe quel pays européen, vous avez le droit aujourd'hui. Quand vous décédez, si vous êtes résident français, c'est la loi française qui va s'appliquer sur l'assurance. C'est correct? Exactement. Lorsque vous êtes résident, on le sait, hein, le contrat d'assurance vie, il existe partout au sein de l'Union européenne. Bien évidemment, les règles fiscales vont dépendre du lieu de résidence de l'assuré. Et si vous êtes résident fiscal français au moment de votre décès et que vous êtes détenteur d'un contrat d'assurance vie, vous êtes soumis à la fiscalité française relative à l'assurance vie. Et c'est là qu'on va avoir besoin. Donc, en France, on a trois régimes. Alors, j'ai envie de dire, ah bon, mais j'ai envie de dire, heureusement, on n'en a pas quatre, cinq ou six. On n'en a que trois. Alors, je dirais même heureusement, on a un régime du contrat d'assurance vie. Parce que, on le sait, on l'a déjà évoqué, la France, ce n'est pas le pays où il fait bon vivre pour mourir, parce que vous êtes sur les droits de succession parmi les plus élevés du monde.
en tout cas d'Europe, je le rappelle, en ligne directe, vous êtes à une tranche maximum de 45% au-delà d'1,8 million. Donc entre parents et enfants, dès que votre patrimoine dépasse le 1,8 million, en clair, vous en donnez la moitié, quasiment la moitié, au Trésor public. Et le contrat d'assurance vie, ce qui explique aussi son succès, le contrat d'assurance vie est soumis à un régime fiscal dérogatoire suivant que vous avez, là on va rentrer plus dans le détail et la technique, suivant que vous ayez ouvert le contrat avant ou après vos 70 ans. Si vous Alors, avez... Allez-y, ok, je vous en prie. donc, allez, donc on y va. Premier régime, on va commencer par le régime le plus ancien. Si vous avez la chance d'avoir ouvert et mis des sous sur un contrat d'assurance vie, avant quelle date? Alors, si vous avez eu la chance, et on le sait, le contrat d'assurance vie, c'est l'investissement long terme, hein. Si vous avez eu la chance d'avoir ouvert un contrat avant le 13 octobre 1998, là, vous pouvez être dans certaines circonstances avec des vieux contrats, certes, qui ne sont pas les plus performants en termes de rentabilité financière, mais comme je le dis souvent aux clients, ils valent de l'or au niveau successoral parce qu'ils peuvent être complètement exonérés de droits de succession. Alors, on va prendre un petit exemple. Bon, mon père a mis 10 millions sur un contrat d'assurance vie avant le 13-10-1998. Malheureusement, il est décédé il y a une semaine. Il avait mis sur le contrat mes enfants par parts égales entre eux. Nous sommes, allez, on va dire, on est 4 enfants, ça va simplifier les calculs. Nous sommes 4, ça fait 2,5 millions chacun. L'assureur paye, les impôts prennent 0 francs, enfin 0 euros, 0 centimes. Quand il l'a ouvert, vous avez raison, c'était les francs. Dans l'intervalle, il y a eu l'euro. Nous, on va regarder à quel moment votre père a versé sa prime. C'était avant le 13 octobre 1998. Donc, quand bien même il y a eu différentes moutures fiscales, il n'y a, ça c'est important à le souligner, jamais de rétroactivité sur la fiscalité en cas de décès du contrat d'assurance vie. C'est-à-dire que c'est un vrai millefeuille, hein. Comme je dis souvent, le contrat d'assurance vie en cas de décès, vous avez les différentes couches de fiscalité qui se superposent. Dans votre exemple, si votre papa avait ouvert son contrat avant le 13 octobre 1998, tout ce qu'il a versé avant est totalement exonéré de taxation au moment de son décès. Bien évidemment, ça ne présage pas d'autres fiscalités qui pourraient s'appliquer si votre papa a fait des versements complémentaires par la suite. Eh bien justement, il a bien versé les 10 millions avant, mais il n'a pas fait de versement complémentaire. On va dire, il va nous simplifier la vie, mon père. Il a ouvert un autre contrat le lendemain, le 14 octobre 98, là j'exagère, allez, on va dire après, en 2000, il a ouvert un autre contrat et il a rajouté de l'argent, il a rajouté, allez, on va dire, il a rajouté 1 million. Là, sur ce million, allez, on va dire que le courtier a très très bien géré, ce million, il est devenu 2 millions. Et donc, ces 2 millions, c'est maintenant le temps de les distribuer. Donc, on est 4. Eh bien, il y a 500 000 euros chacun. Et là, par contre, on va avoir à payer. Là, effectivement, vous aurez à payer, puisque on sera dans la nouvelle mouture fiscale en cas de décès du contrat d'assurance vie. Et là, vous devez faire le distinguo bien connu de nos clients ou des courtiers, entre le versement des primes avant 70 ans ou après 70 ans. On va dire qu'il a tout versé avant 70 ans. S'il a tout versé avant 70 ans, chacun des bénéficiaires au contrat bénéficiera d'un abattement de 152 500, quel que soit d'ailleurs le lien de parenté entre l'assuré et le bénéficiaire. Votre papa a mis son filleul, votre papa a mis un neveu bénéficiaire, il bénéficiera, cet ayant droit, de 152 500 d'abattement. Et ensuite, il sera soumis à une taxation à 20 et au maximum à 31,25. Donc, toujours à comparer ces 31,25 par rapport à l'imposition maximale en ligne directe en France au niveau des droits de succession, donc entre parents et enfants, qui, on le disait lors de l'introduction, est à 45%. Ça, c'est dans la situation, on va dire, la plus favorable. Alors, attendez, le succès du contrat avant 70 ans. Ouais, donc je vous arrête qu'on comprenne bien. Donc là, on va toucher 500 000 chacun. Sur les 152 500 euros, l'assureur ne prend rien. Et ensuite, de 152 500 euros jusqu'aux 500 000, l'assureur, il va prendre 20%. Exactement, l'assureur prendra 20%. Ces 20% vont nous dédouaner de tout autre impôt. Vous n'aurez plus rien à payer, ce sera l'assureur qui sera agent payeur, suivant le terme technique. C'est la fiscalité relative au contrat d'assurance vie qui est prévue dans le Code général des impôts autres, c'est quelque chose de complètement connu. Et en aucun cas,
vous n'aurez à payer des choses supplémentaires sur les droits de succession, c'est-à-dire que votre notaire, si votre papa avait, dans notre exemple, d'autres actifs, bancaires, immobiliers ou autres, les sommes qui sont relatives au contrat d'assurance vie, elles ne sont pas dans le barème de droit commun des droits de succession. C'est été payé une fois et c'est libératoire, et c'est terminé. D'accord. Mais il va payer 20% entre 152 000 et 500 000. Mais il y a une barrière, je crois, à ces 20%. Il y a un moment où on ne paye plus 20%. Alors, il va payer plus précisément entre 152 000 et 852 000. Donc, sur les 700 000, la tranche qui dépasse les 152 000 jusqu'à 852 000, donc il va payer 20%. Et au-delà de 852 000, ce sera 31,25. Donc, de 852 000 jusqu'à l'infini, si je puis dire, ce sera 31,25. Mais comme je le disais, toujours à comparer avec les droits de succession en ligne directe, où là, vous êtes à 45%. Donc, vous avez quand même toujours le fait d'utiliser le contrat d'assurance vie avant 70 ans, une économie fiscale de 14%. D'accord. Et donc, maintenant, on va continuer vers le troisième régime. Donc, mon papa, il a dépassé les 70 ans et il s'est dit, bah, je vais encore séparer les choses, je vais ouvrir un autre contrat. Et là-dessus, il avait encore un petit million à mettre, donc il a mis 1 million d'euros. Il a vécu longtemps et ce million, il est devenu 2 millions aussi. Et puis malheureusement, vous connaissez la suite, il est décédé. Alors d'abord, j'ai une question à vous poser. Et avant de la fiscalité, est-ce que quand on dit 70 ans en assurance vie, c'est le jour de votre 70e anniversaire, c'est fini? Est-ce que c'est le lendemain du jour de votre 70e anniversaire? Ou est-ce que c'est comme dans les donations, c'est 70 ans révolus et donc c'est le jour de votre 71e anniversaire qui compte? Non, c'est le jour de c'est le jour de votre 70e anniversaire plus un jour. C'est-à-dire, si vous venez nous voir à 70 ans plus un jour, bah, bon anniversaire avec un jour de retard. Par contre, vous êtes sur la nouvelle mouture fiscale du contrat d'assurance vie. Donc, cette nouvelle mouture, en tout cas cette nouvelle mouture, cette tranche qui correspond aux primes versées après 70 ans, c'est vrai qu'elle est un peu moins avantageuse qu'avant 70 ans, quoique. Après 70 ans, l'abattement, il n'est plus que de 30 500. Et c'est un abattement de manière globale. C'est-à-dire, vous avez quatre frères et sœurs, comme dans votre exemple avec votre papa. Chacun va se partager, va vous diviser 30 500 euros par 4. Ce n'est pas 30 500 euros fois 4, comme les 152 500 fois 4 dans le cadre des versements faits avant 70 ans. Donc l'abattement, il est beaucoup plus minime, surtout qu'il se répartit entre le nombre de bénéficiaires. Tout ce qui excède les 30 500, eux, sont soumis aux droits de succession. Donc, dans le barème de droit commun, comme s'il n'y avait pas de contrat d'assurance vie. Par contre, et la différence, elle est de taille, tout ce qui a été gagné par le contrat d'assurance vie après les 70 ans, c'est-à-dire relatif à cette prime, au versement que votre papa a fait sur son contrat après 70 ans, tous les produits, tout ce qui a été gagné par la gestion financière sont exonérés. Donc, dans votre exemple, votre papa a fait son versement à 70 ans et un jour. Aujourd'hui, il peut parfaitement avoir 20 ou 25 ans d'espérance de vie. Des contrats qui ont 95 ans, ce n'est pas des clients qui ont 95 ans, c'est plus une exception, une rareté. Tout ce qui a été gagné est exonéré de droits de succession. Donc, votre papa a fait un versement d'1 million à 71 ans. Au moment du décès, le contrat fait 2 millions, 20 ou 25 ans plus tard. Le million qui a été gagné par les gains, lui, est exonéré de droits de succession. Donc, c'est vrai que le contrat d'assurance vie après 70 ans a peut-être moins d'avantages qu'avant 70. Néanmoins, si vous avez toujours pareil du temps devant vous et que vous êtes avec un bon gérant financier qui vous génère du produit, tous les produits que vous gagnez après vos 70 ans sur le contrat d'assurance, ils sont exonérés de droits. C'est quand même pas neutre. Et alors, quand vous dites exonéré, c'est totalement exonéré sans plafond. Totalement exonéré sans plafond, sauf au titre des prélèvements sociaux. Mais ça, en France, les prélèvements sociaux s'appliquent sur tous les revenus. Oui, sans plafond. Donc, vous faites oui, enfin, mais attention, on ne va pas perturber nos auditeurs. Les prélèvements sociaux ne font pas partie de la succession, tout simplement. C'est-à-dire que non, les prélèvements sociaux, c'est sur les produits, c'est autre chose. Vous avez raison. Le jour du décès, l'assureur prélève les prélèvements sociaux. Exactement. Et ensuite dit aux assurés, voilà la somme nette qui est pour vous. C'est ça? Exactement. Vous avez un versement qui a été fait d'1 million, votre papa avait fait un versement d'1 million sur votre contrat. Au moment du décès, le contrat il est à 1 500 000. Donc il y a eu 500 000 de gagnés suite à ce contrat qui a été ouvert après les 70 ans de votre papa. Les 500 000 qui ont été gagnés, ceux-là, ils sont nets de droits de succession. Il n'y a aucune taxation relative à la fiscalité décès. Donc c'est quand même avantageux. Eh bien, c'est parfait. Voilà. C'était court, c'était simple. En fin de compte, pour une fois, c'est très simple quand même ce système français.
Pour une fois, c'est très simple. Après, moi, je dirais même c'est toujours amusant parce que vous pouvez avoir des clients qui ont différentes, c'est ça qui est intéressant, c'est des clients qui ont différentes fiscalités sur un contrat. Dire à un client, j'ai un contrat d'assurance vie, il y a telle fiscalité d'essai qui s'applique, c'est impossible à voir, sauf à ouvrir en détail et à se faire bien conseiller pour voir où ont été faits, où et quand ont été faits les primes. C'est ça qui est intéressant dans nos métiers. Ce sera ma dernière question avant qu'on arrête. Donc, sur un contrat qui perdure, on va avoir différentes fiscalités. Là, j'ai envie de dire, c'est pas plus compliqué pour le bénéficiaire puisque c'est l'assureur qui fait le calcul. Donc, ça a peut-être été compliqué pour les assureurs de mettre les calculs en place et de mettre les logiciels en place, mais maintenant, les logiciels sont bons, ils sont validés par l'administration fiscale et donc, l'assureur dit, vous avez telle somme à tant de fiscalité, telle somme à tant de fiscalité, telle somme exonérée. Voilà, tout simplement. Alors, ma question sous-jacente, c'est est-ce que ça revient exactement au même d'avoir un seul contrat avec plusieurs fiscalités ou est-ce que c'est un peu différent et dans ce cas-là, quelle technique est avantageuse d'avoir un contrat par fiscalité? Je dirais qu'un contrat par fiscalité, ça permet d'ouvrir si le client a besoin, veut faire des rachats. Par exemple, parfois c'est vrai, et ça permet aussi d'avoir différentes allocations d'actifs, etc. Donc, si le client veut faire des rachats, c'est vrai que si vous avez un contrat par fiscalité différente sur les 3 régimes, en clair, vous pouvez faire des rachats sur le contrat d'assurance vie qui est, entre guillemets, le plus fiscalisé. Alors que si vous avez un seul contrat qui est totalement exonéré de droits de succession, un très vieux contrat d'assurance vie, c'est vrai que c'est dommage de faire du rachat sur ce contrat parce que vous allez épuiser une enveloppe qui est exonérée complètement de droits de succession. Donc c'est vrai que dans l'hypothèse où je me retrouverais face à un client qui a un très vieux contrat complètement exonéré, je lui conseillerais, s'il veut faire des rachats ou s'il a un objectif de rachat partiel pour des revenus complémentaires ou que sais-je dans les années à venir, d'ouvrir un nouveau contrat d'assurance vie pour ne pas toucher son contrat d'assurance vie qui lui est totalement exonéré. Au niveau de l'assureur, vous l'avez dit, nous, ça ne change rien pour le mode de calcul, mais ce serait dommage de sortir, d'épuiser une enveloppe fiscale qui est complètement exonérée de droits de succession ou de polluer cette enveloppe fiscale ancienne par des nouveaux versements, etc., etc. Je lui conseillerais de faire un nouveau contrat en parallèle. Eh bien, parfait. Donc, c'est sur ce bon conseil que nous allons clôturer cette émission. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup. Prie, Bernard, à bientôt. De savoir et à très vite. Au revoir, Julien. Bonsoir à tous. Au revoir, bonne soirée. La French Radio. Portugal.